Notre histoire commence en Afrique de l'Ouest. Le soleil se couche derrière l'horizon, peignant le ciel de différentes couleurs, et une vue sur l'Institut de biochimie s'ouvre devant nous. Mais à l'intérieur de l'Institut, ce ne sont pas des scientifiques en blouse blanche qui mènent des recherches, mais des gardes militaires morts qui gisent, et des sons d'alarme se font entendre partout. L'un des chercheurs est étendu sans vie, sa main froide serrant à titre posthume un objet non identifié dans un cube contre sa poitrine. Mais cet objet mystérieux n'est pas resté longtemps avec le défunt. Il a été emporté par la main de quelqu'un ganté de noir. Notre personnage principal a pris le cube et immédiatement, via la communication, il a signalé que son nom était North Sheps, qu'il appartenait au 6e groupe d'unités spéciales et que le virus pathogène du sang avait été obtenu avec succès. Avant même que North ait pu faire un pas avec son acquisition volée avec succès, un coup de feu retentit derrière lui. La balle l'a manqué, mais elle a brisé le cube dans lequel le virus était contenu. Le personnage principal est terrifié. Des fragments du cube volent dans son visage, laissant des coupures sur son visage, et le liquide contenant le virus éclabousse ses blessures. L'agent spécial Sheps saisit son arme et tire plusieurs rafales sur son adversaire. Ses camarades veulent courir avec Nortu, mais il leur crie de ne pas s'approcher de lui, car il est infecté. Infecté par le virus, il ressent des changements et des mutations d'ADN se produire dans son corps. Nous sommes transportés 3 ans en avant. Nous sommes accueillis par la ville nocturne de Brookboard. Nous pouvons voir un grand bâtiment d'une société appelée Cloud Main. À 9 heures du soir, à la fin de la journée de travail, le nettoyeur lave les sols en fredonnant l'air d'une chanson coincée dans sa tête au bureau. Cet ouvrier, qui lave si consciencieusement les sols du bureau, s'avère être notre personnage principal. Il a enfin fini son travail et veut rentrer chez lui. Avant de partir, il éteint les lumières du bureau et remarque immédiatement qu'un des écrans d'ordinateur est toujours allumé. En se dirigeant vers l'écran en feu, il déplore le manque de professionnalisme des travailleurs qui laissent l'équipement allumé après leur départ. Mais lorsqu'il s'approche de l'écran, il se fige sur place. Une vidéo à contenu érotique apparaît sur l'écran devant lui, à laquelle le héros se détourne rapidement, embarrassé, et se demande comment quelqu'un peut regarder cela au travail. Au moment où North commence à essayer d'éteindre la vidéo, une fille s'approche de lui par derrière et se demande ce qui se passe ici. Le personnage principal n'était pas perdu. Se retournant et regardant la fille avec un regard plein de confiance, il a dit sa position. Il est un nouvel employé et est maintenant en service. Une jolie fille se tient devant lui. Elle lui demande pensivement ce qu'il fait devant les ordinateurs, car son service est déjà terminé. North se retourne vers l'ordinateur et essaie de continuer à essayer d'éteindre la vidéo osée. Seulement maintenant, l'héroïne remarque ce qui se passe sur le moniteur. La fille est tout simplement horrifiée. Elle est effrayée et gênée. Elle s'exclame si elle a honte de regarder quelque chose comme ça. Avant que notre personnage principal puisse dire 2 mots, un oreiller lui vole droit au visage. L'héroïne le traite de sale pervers et ne comprend pas comment on peut regarder des choses aussi dégoûtantes, tandis que North reste debout et frotte son nez douloureux après un coup. L'employé ne peut tolérer une telle indécence sur son lieu de travail. Elle déclare qu'elle le licenciera demain matin et lui demande de lui remettre son badge. Sans cesser de se frotter le nez, M. Sheps tente d'expliquer à la jeune fille que toute cette situation n'est qu'un malentendu. L'héroïne devient furieuse. Elle crie qu'il ne peut y avoir de malentendu, insiste sur le fait qu'il a été attrapé par la main et qu'il n'est pas vraiment un homme. North essaie de s'excuser et d'expliquer qu'il ne faisait que passer et qu'il ne trouve pas normal de regarder de telles vidéos sur l'ordinateur de l'entreprise. Le personnage principal voulait juste être gentil, ce qui s'est finalement retourné contre lui, mais il se demande pourquoi cette fille était si excitée quand elle l'a vue. Ne voulant écouter aucune excuse et répondre à des questions pièges, la fille, furieuse, accélère et veut donner un coup de pied à North. N'oubliez pas que notre agent d'entretien était un ancien agent d'une unité secrète. Il a habilement attrapé la jambe de la fille. Il la regarde dans les yeux avec jubilation et dit que sans comprendre la situation, il ne sert à rien d'insulter quelqu'un. L'héroïne est figée dans un état second et tente d'analyser comment il a pu intercepter son coup, car elle a étudié les arts martiaux depuis son enfance. Mais avant qu'elle ait le temps de reprendre ses esprits, North la jette sur la table, où le porno continue de jouer sur l'écran. Le héros remarque qu'elle est allongée dans une excellente position. Alors que la fille continue de l'appeler pervers, il l'attrape par les épaules,
s'accroche au-dessus et dit que dans ce cas, il devrait lui montrer à quoi ressemble un vrai pervers. Soudain, au lieu de toutes sortes de punitions que l'imagination du protagoniste pouvait inventer, il s'est armé d'un marqueur et s'est mis au travail. Après avoir accompli sa vengeance, sur le visage de l'héroïne, il y a des inscriptions sur le démon féroce qu'elle est. Elle menace qu'il répondra de tout ce qu'il a fait. Mais North n'est pas si simple. Il a réussi à photographier le visage peint de la jeune fille et l'a menacé que si elle voulait attaquer dans sa direction, il publierait la photo sur le forum de l'entreprise. Et comme si de rien n'était, le personnage principal prend son seau et sa serpillière et se dirige vers la sortie, mentionnant qu'il n'était pas le premier à attaquer. Par colère et désespoir accumulés, l'héroïne frappe la table de tous ses poings. Versant des larmes et serrant les dents de colère, elle jure à Lilith Palmen que ce salaud la paiera pour tout. L'histoire se déroule dans des bidonvilles discrets de la ville, où, lorsque le soleil se couche, il vaut mieux ne pas sortir la tête de la maison. Après une dure journée et une soirée tout aussi dure, notre personnage principal rentre à la maison. La première chose qu'il fait est d'ouvrir le réfrigérateur, qui est rempli de haut en bas de bière, et les étagères latérales sont jonchées de seringues. North voulait ouvrir une canette de bière, mais soudain il ressentit une vive douleur. Même la canette de bière lui échappa des mains. Sans perdre une seconde, il prend une seringue dans le réfrigérateur et se l'injecte dans le bras. La cause de cette douleur est un agent pathogène qui devient chaque fois plus fort que le précédent. La seringue qu'il a attrapée contenait, il s'est avéré, le virus Ebola. Mais ce virus mortel Ebola ne suffit pas encore au héros. Dans quelques jours, il pense qu'il devra à nouveau se faufiler dans l'institut pour prélever d'autres échantillons similaires. North se demande s'ils ont changé le système de sécurité, car jusqu'à présent, il est allé et venu sans aucun problème. Les souvenirs de ce jour fatidique, de la façon dont il a été infecté et a demandé à tout le monde de partir sans lui, sont encore frais dans sa tête. À une question naturelle de ses collègues sur ce qu'il allait faire, il répondit que rien ne pouvait être fait et que la vie ou la mort était une question de destin. Finalement, North a dit à son collègue de demander un congé pour lui et de lui dire qu'il ne pourrait pas revenir dans l'équipe maintenant. Il réfléchit aux années passées. Le virus l'a rendu sauvage. Il a dû vivre dans la forêt pendant plus d'1 an. Le virus n'a pas été guéri, mais maintenant, il n'est plus contagieux. L'urne remplie de seringues posée à côté du lit a une explication simple. Le seul moyen de soulager la douleur est d'introduire un autre virus dans le corps. Le personnage principal se demande combien de temps cela va durer et est sûr que tout est entre les mains du destin. La nuit, alors que North dort paisiblement, des changements commencent à se produire à nouveau dans son corps. Quelque chose ne va pas. Il ressent soudain une douleur dans tout son corps. Le héros ne comprend pas pourquoi le virus Ebola n'a pas fonctionné. Peut-être que le virus est arrivé avec de nouvelles mutations et des réarrangements d'ADN après toutes ces années. Les rayons matinaux du soleil pénètrent par la fenêtre et illuminent North allongé sur le sol. Le personnage principal se réveille soudainement, sursaute et essaie de comprendre s'il est vivant ou mort, et surtout de comprendre ce qui s'est passé la nuit dernière. Il remarque une molécule non identifiée flottant dans l'air devant ses yeux. Il la touche pour essayer de déterminer s'il s'agit d'un virus. North essaie, pense logiquement, et pense que ce sont des hallucinations, car même avec une excellente vision, il est impossible de voir quelque chose comme ça sans microscope. Monsieur Sheps comprend que quelque chose ne va pas. Il n'a jamais vu de virus en personne. Le personnage principal tend la main vers l'une des molécules volantes, et celle-ci vole vers lui et se connecte avec lui énergétiquement. En regardant autour de lui, North se rend compte que tous les virus qu'il s'est injectés au cours de 3 ans volent autour de lui. Cette nouvelle plaît au personnage principal. Il y voit un avantage. Il a désormais la capacité d'absorber des micro-organismes et des bactéries pour ses propres besoins. Monsieur Sheps prend un tuyau en métal dans sa main et essaie de le corroder à l'aide de bactéries. Tout s'est parfaitement déroulé. La corrosion a rapidement commencé à corroder le tuyau. North est content, mais comprend qu'une telle capacité lui demande beaucoup d'efforts physiques. Le personnage principal remarque un virus qu'il n'a jamais vu auparavant. Il comprend qu'en absorbant d'autres micro-organismes, il pourra développer et créer de nouvelles capacités dans le futur. Monsieur Sheps est complètement ravi. Il vient de survivre à une catastrophe, mais est devenu plus fort. Le héros éclate de rire. Mais son rire ne dura pas longtemps. Il perdit son souffle et se sentit mal. North se rend compte qu'il a dépensé trop d'énergie et qu'il ne peut plus se tenir debout. Il s'endort.
La matinée au bureau de la société Cloudmain commence avec les travailleurs qui saluent Mlle Palmen et lui souhaitent le bonjour. Grande et majestueuse, Miss Lilith Palmen entre dans le bureau. Ses actifs s'élèvent à des milliards de dollars et son surnom est la déesse de la glace. En entrant dans son bureau, elle s'assoit sur une chaise et se frotte les fesses, encore blessée par l'incident d'hier. 2 images d'elle d'hier tournent dans sa tête. Elle avec des inscriptions sur le visage et elle allongée impuissante sur la table. Toute cette situation ne la laisse pas partir. C'est une grande humiliation pour elle et elle pense au notoire concierge. Lilith, posant sa tête sur la table, se lamente sur les abus qu'elle a subis hier de la part de son propre employé, ainsi que du concierge. Elle se tient la tête et réfléchit à la manière de raconter à Kaylee, qui viendra bientôt, l'incident d'hier. À ce moment-là, une dame aux formes généreuses apparaît dans le couloir qui, en marchant sur le seuil, manque de se tordre la cheville. La secrétaire à l'entrée lui dit que Mademoiselle Palmen l'attend déjà dans le bureau. Ce à quoi la jeune fille répond de manière impressionnante qu'elle est déjà au courant. Sur le seuil se trouve une fille nommée Kaylee Fima. Elle est la vice-présidente de la société Cloudmain, appelée un petit renard qui aime tourmenter les autres. En entrant dans le bureau, elle est impatiente et essaie immédiatement de savoir auprès de sa sœur ce qui s'est passé, car lorsqu'elle a appelé, sa voix semblait très excitée. Faisant une pause dans son introspection, Lilith remarque enfin sa sœur à la porte, la salue et lui demande de s'asseoir. Mademoiselle Fima s'est immédiatement allongée sur le canapé, a enlevé ses chaussures et a commencé à caresser sa cheville presque foulée, mentionnant que cela ne ferait pas de mal d'aller au spa aujourd'hui. En regardant sa sœur s'allonger ouvertement sur le canapé, elle se demande ce qui se passera si un homme entre ici maintenant et la trouve sous cette forme. Ce à quoi Kaylee répond avec un sourire malicieux que personne n'osera entrer ici sans permission, et que si quelqu'un ose, elle le pressera jusqu'à ce qu'il soit sec. Immédiatement, elle se détend et parle de l'absurdité de tout cela. Et maintenant, la seule chose qui compte est ce qui est arrivé à sa sœur aînée. Lilith se rend compte qu'elle ne peut pas raconter à sa sœur son humiliation d'hier. Au lieu de cela, elle lui demande si elle lui a apporté l'information pour laquelle la demande a été faite. Kaylee lui tend docilement une enveloppe en papier et veut savoir s'il y a quelque chose d'important là-dedans. C'est à quoi sa sœur répond qu'elle veut trouver des informations sur une personne suspecte. Kaylee demande avec surprise ce que cet homme a fait et s'il sait ce que cela pourrait signifier pour lui. Après avoir ouvert le dossier et avoir soigneusement examiné ses yeux, elle est convaincue qu'il s'agit de son bourreau et que son nom est North Sheps. Elle saute de la table en criant, jette le questionnaire sur la table en criant que c'est lui. Après cette secousse violente, Lilith se rend compte que ses fesses lui font encore mal. Miss Fima remarque que quelque chose ne va pas chez sa sœur et essaie de découvrir pourquoi elle est devenue si pâle. Le chef du bureau lui montre le questionnaire et confie à sa sœur la tâche de le faire souffrir pendant les prochains jours. Bien que sa sœur adore torturer les gens, elle ne comprend pas pourquoi elle a besoin de se venger d'un concierge ordinaire qui peut simplement être renvoyé. Miss Palmen reste sur ses positions. Le renvoi est une punition trop clémente pour elle. Elle veut que Kaylee fasse tout son possible pour l'achever. Kaylee s'approche de sa sœur aînée et commence à lui tapoter la tête, lui demandant si elle va bien et pourquoi elle est si en colère. Sans dire tout le sens de la situation, elle mentionne seulement qu'il l'a offensée et qu'elle est généralement de mauvaise humeur, et qu'elle l'a choisi pour évacuer sa colère. Mademoiselle Fima accepte à contre-cœur. Traiter avec un concierge n'est pas particulièrement adapté pour elle, mais il est important pour elle que sa sœur se sente à l'aise. Kaylee assure que sa sœur peut se détendre car elle est une pro dans son domaine, à laquelle Lilith propose de prendre en charge une partie de son travail en guise de remerciement. La vice-présidente séductrice se dirige vers la porte et dit finalement que sa sœur sait toujours ce qu'elle aime et que si elle était un homme, elle la récompenserait avec son corps. Dès que la porte du bureau claque, la chef du bureau reprend le questionnaire du concierge qu'elle déteste et l'examine. La haine la submergea avec une vigueur renouvelée. Elle saisit un stylo et frappe la feuille en répétant qu'elle ne la lâchera pas tant qu'elle n'aura pas craché du sang. Elle perce de force la photo de North sur le formulaire de demande avec un stylo et crie qu'elle le surveillera de très près. Notre personnage principal continue de rester allongé sur le sol, inconscient, sous les rayons du soleil déjà couchant. North s'est réveillé ce matin et, en regardant son téléphone, a découvert qu'il dormait depuis 3 jours. Pour autant de jours d'absence du travail, il pourrait être privé de salaire. Se préparant rapidement,
Il enfile sa veste et sort de la maison, car désormais perdre son emploi n'est plus du tout une option. North traverse rapidement le pâté de maison et espère ne pas pouvoir se faire renvoyer tout de suite. En courant dans la rue, il sent l'odeur des tartes frites que son ami M. Heistonen prépare. Le personnage principal s'arrête et lui demande 2 tartes à emporter avec lui. Un ami s'inquiète pour lui, car sa belle-fille a signalé l'absence de North au travail récemment. C'est à quoi Sheps répond qu'il était malade. M. Heistonen invite le personnage principal à lui rendre visite aujourd'hui pour déguster du bon vin. North accepte volontiers, car son service se termine tôt aujourd'hui de toute façon. Donc, il viendra après le travail. Au même moment, la vice-présidente Kaylee se demandait où était son objectif pendant ces 3 jours, car elle avait préparé un spectacle. Mais pour une raison quelconque, le personnage principal était en retard. Finalement, elle reçoit un appel téléphonique. Ils disent que l'objectif est en place. Mlle Fima dit à l'employé de se comporter comme ils ont convenu, sinon elle le licenciera. Lilith entre dans le bureau et dit avec enthousiasme à sa sœur qu'elle a entendu parler de son arrivée. Le vice-président montre solennellement une tablette sur laquelle sont diffusées des vidéos de caméras cachées et invite sa sœur à profiter du spectacle. North se tient dans le bureau du directeur du département et essaie de se justifier auprès du patron, Jake, lui disant de ne pas être en colère contre lui et de le laisser tout expliquer. Ce à quoi le patron refuse d'écouter ses explications, dit que North est un insolent paresseux, absent sans bonne raison. Le concierge dit que la raison de l'absence est des circonstances familiales. Remarquant que le patron ne croit pas vraiment à sa légende, il commence à faire référence au fait qu'il n'est qu'un nettoyeur et un petit grain dans l'entreprise et lui demande de lui pardonner cette fois. Voyant que ses méthodes ne fonctionnent pas, Sheps dit avec désinvolture que le mois dernier, quelqu'un, faisant allusion au directeur, ne s'est pas présenté au travail pendant 7 ou 8 jours. Le directeur change rapidement de visage et craint que le concierge ne l'entraîne avec lui, car ils sont surveillés. Il lui demande d'arrêter de parler et essaie prudemment de faire comprendre à North qu'il y a des caméras autour d'eux. Le concierge se ridiculise en disant au patron qu'il n'y a personne ici ou qu'il a vu quelque chose d'invisible. Mais l'instinct de l'ancien agent fonctionne à merveille. Il remarque de nombreuses caméras cachées, dont, à son avis, il y en a trop dans le bureau du directeur. Il commença à comprendre clairement que quelqu'un voulait l'attirer dans un piège et le piéger. North commence à dire à voix haute que le directeur du département a dit un jour des choses désagréables sur la vice-présidente, qu'après sa mort, beaucoup de gens voudront uriner sur sa tombe. Le chef du département reste assis en larmes et prie pour que ce concierge ne l'entraîne pas avec lui. Kelly est tout simplement furieuse. Elle se charge de lui donner une bonne leçon. C'est à quoi sa sœur aînée la soutient et dit qu'elles feront en sorte que cet idiot la respecte. Le patron enragé, les dents serrées, attribue de plus en plus de nouvelles responsabilités à North, nettoyant les salles de bain à chaque étage et lui disant d'oublier les primes de fin de mois. Le personnage principal est heureux de l'issue des événements, car il est jeune et énergique. Le plus important est qu'il n'a pas été licencié. Dans toute cette situation, notre femme de ménage n'hésite pas à demander un prêt au patron. Le patron constate l'impudence de l'employé et lui dit de se mettre hors de vue. North s'en va rapidement en claquant la porte derrière lui. Après avoir terminé le spectacle, Kaylee suggère à sa sœur de transférer le concierge au service administratif, où ils seront plus à l'aise pour se moquer de lui et le surcharger de travail. Lilith n'est pas d'accord avec cette proposition, car pourquoi un garçon à peine diplômé du lycée rejoindrait-il le service administratif? Pour elle, il n'est apte qu'à nettoyer les sols. Mais notre personnage principal n'est pas si simple. Il a acheté son diplôme d'études secondaires pour 200 $. Les filles continuèrent de surveiller North à travers des caméras et le vice-président constate la bonne forme physique du jeune homme et propose de le mettre comme agent de sécurité. La chef du bureau devient furieuse face à une telle proposition. À son avis, il ne le mérite pas, car c'est un salaud vil et illettré. Mademoiselle Fima regarde sa sœur avec perplexité et veut savoir pourquoi elle est de si mauvaise humeur aujourd'hui. Lilith répond que la raison de sa mauvaise humeur est le concierge, et rappelle à sa petite sœur de ne pas oublier de lui donner une bonne leçon demain. Le vice-président lui fait un geste d'approbation et lui assure qu'il fera tout comme il se doit. À l'un des étages, North s'étire dans la salle de bain. Il a déjà fini de travailler et est sur le point de rentrer chez lui. Mais le personnage principal se souvient qu'il a promis à M. Heistonen de les regarder le soir.
Il doit aussi se rendre au magasin pour ne pas repartir les mains vides en visite. North retourne au bureau du chef de département pour lui annoncer la fin du travail, après quoi le chef lui fait ses adieux. Le nettoyeur sourit et avec un sourire naïf sur son visage demande au patron de lui prêter de l'argent pour faire les courses. Le patron crie à nouveau sur l'impudeur de l'employé. Nous sommes transportés dans une zone très dysfonctionnelle où les gens disparaissent et où les bandits et la mafia règnent. Si vous êtes la cible de quelqu'un alors que vous marchez dans cette rue, dans la plupart des cas, vous serez mort. Le soir, une jeune fille blonde se promène dans une ruelle sombre. Ce n'est pas sa première fois dans ce quartier, et elle regarde attentivement autour d'elle. Entendant des pas derrière elle et voyant une ombre sur la route, elle, succombant à la panique, se met à courir en avant. Notre personnage principal marchait derrière elle. Il ne comprend pas comment elle pourrait avoir peur de lui, car il ressemble à un gentleman. North suggère même que cette fille est aveugle. Shwika ne quitte toujours pas l'ancien soldat des forces spéciales. Dans la porte d'entrée, il remarque des gars qui n'ont probablement pas de bonnes intentions. Sheps pense avertir l'étranger en fuite à ce sujet. North essaie d'arrêter la fille en criant ce à quoi elle se met à courir plus vite, de peur encore plus grande, tout en appelant simultanément le personnage principal un pervers. Déconcerté, M. Sheps se fige sur place, criant que l'appeler un pervers est trop exagéré. Continuant à courir et à regarder en arrière, la fille pense à l'obscénité de cet homme, supposant qu'il fait référence à Hector Grine, qui la traquait auparavant. Mais la fuite ne dura pas longtemps. Un homme lui barra le chemin en criant le nom d'Emma. Un bandit apparemment invétéré se tient devant elle, souriant et lui disant à quel point il est heureux de vous rencontrer, essayant de savoir si elle est pressée de rentrer chez elle. Se mettant sur son chemin, il lui dit qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire, et il l'invite chez lui. Ce à quoi Emma lui demande de ne pas la déranger et mentionne qu'elle a un petit ami. Hector s'approche d'elle, lui prend le menton avec sa main et lui demande si elle est pressée d'aller à un rendez-vous. Le méchant n'a pas l'intention de laisser tomber sa victime et l'invite à passer quelques nuits avec lui. Ce à quoi la fille supplie de la laisser tranquille, sinon elle appellera la police. Le bandit menace que si elle appelle la police, il la tuera et fera souffrir la famille de la jeune fille. Notant la gloire de cette rue de personnes disparues, il dit qu'elle aussi peut se perdre ici. À peine avait-il terminé toutes ses menaces qu'une grosse pomme rouge lui vole au visage, sortie de nulle part. Emma, choquée par tout ce qui se passe, regarde autour d'elle en essayant de comprendre qui est son sauveur. Et un autre voyou court vers Hector pour savoir comment il va. Le personnage principal sort de l'ombre et dit qu'il est très désolé pour la pomme, car il l'a achetée en cadeau, et il aimerait la rendre. Hector se relève du sol, du sang coulant de son nez, et demande quel héros a osé l'attaquer par derrière. North lui dit qu'il n'est pas celui qui recherche la justice, mais qu'il est venu ici juste pour voir s'il en tirera un profit. Emma reste stupéfaite. Elle se souvient que ce pervers la traquait et maintenant il veut aussi lui faire du mal. Le méchant, ayant entendu les discours du personnage principal, était ravi. Pensant qu'il était l'un d'entre eux, a même proposé de partager la fille avec lui quand il aurait fini et a demandé à North de l'aider à la traîner dans la voiture. Sheps perd son sang-froid. Il commence à crier sur Hector, voulant savoir ce qu'il veut faire avec cette fille. Les hooligans restent là, les yeux écarquillés de surprise. Ils ne s'attendaient visiblement pas à une telle tournure des événements. Le personnage principal commence à se déplacer vers les gars, se présentant simultanément comme le directeur de l'organisation Red Scarf, qui vise à aider dans les situations à risque. North commence à convaincre Emma d'accepter les services de leur entreprise en citant le coût des forfaits de leurs services à différents prix. Un agent spécial offre à la jeune fille un forfait premium de $5000, CE qui lui permettra de se débarrasser des ennuis pour toujours. Il s'incline devant l'étrangère et l'avertit qu'ils ont une entreprise privée qui n'accepte pas les contre-offres, lui demandant de réfléchir à sa proposition. Hector n'a pas pu le supporter et, saisissant un couteau, il s'enfuit en criant des menaces, prévoyant de poignarder le personnage principal jusqu'à ce qu'il meure. Sans hésitation, Emma crie paniquée qu'elle accepte le forfait premium. Avec un sourire sur son visage, North remercie la fille pour sa confiance, lui assurant qu'elle a fait le bon choix. L'agent fait tomber le couteau des mains de l'agresseur et frappe Hector au visage avec force, de sorte que l'intimidateur s'envole en giclant du sang de son nez. Le criminel, se relevant du sol, crache dans sa paume et 2 de ses dents cassées et ensanglantées apparaissent dessus. Avec un regard animal,
Hector regarde le personnage principal et s'exclame que personne dans cette région ne lui a soumis une telle humiliation. North s'approche du voyou assis par terre et lui donne un coup de pied au visage, le félicitant pour sa première fois. L'ami d'Hector, se tenant à l'écart, avec un couteau à la main, commence à s'approcher d'Emma, la blâmant pour tout, menaçant de la tuer aujourd'hui. Mais notre personnage principal, à la vitesse de l'éclair, se retrouve derrière l'ennemi et fait un accrochage. Le criminel tente de s'échapper et le couteau lui tombe des mains. L'ennemi est vaincu et tombe face contre terre sur l'asphalte avec un rugissement. La fille regarde cette image et se demande qui est son sauveur. North Sheps prend 2 voyous et avec un sourire rapporte une mission accomplie avec succès, offrant à Emma un package de diamants qui comprend l'élimination complète de ces gars dont les traces ne seront même pas retrouvées. L'étranger n'est pas d'accord. Il croit que son sauveur peut réellement faire ce qu'il dit. Emma remercie North et le bénit pour ses bonnes actions, mais Sheps n'a pas besoin de bénédiction. Il propose constamment une rétribution. La fille répond qu'elle préfère économiser de l'argent, lui tend les billets et dit qu'elle est un peu à court d'argent. Pour l'instant, elle ne peut lui donner que $300. Le personnage principal, en comptant l'argent, demande à la fille à quel point elle est pauvre, mais elle jure de donner le reste de l'argent plus tard, car elle vient tout juste de trouver un emploi. S'éventant avec de l'argent, North dit qu'Emma peut payer tout le reste en plusieurs versements avec intérêt. En même temps, il démontre à l'étranger comment sa compagnie traite les trompeurs, tout en donnant un coup de pied à Hector dans l'aine. Les larmes aux yeux, l'intimidateur demande comment cela est possible et qui est cette personne qui l'a tant humilié. La jeune fille décide de se présenter officiellement. Son nom est Emma Heistonen. Elle travaille au service de chirurgie de l'hôpital et jure de rembourser le reste de la dette. Le personnage principal aime l'ouverture et la sincérité de la fille. Il lui donne la possibilité de ne pas payer ce mois-ci. Emma s'incline devant son sauveur et dit qu'il est temps pour elle de partir, ce à quoi North lui fait signe de partir. Mais en rentrant chez elle, la jeune fille remarque que son héros ne la quitte pas, mais la suit sur ses talons. Emma entre dans l'entrée et commence à monter les escaliers. Sheps ne reste pas en arrière et la suit. Elle ne se retient pas et, se tournant vers lui, dit qu'elle remboursera certainement la dette et il connaît déjà son lieu de travail. Et pourquoi, en plus de tout cela, devrait-il savoir où elle habite? À quoi l'agent répond qu'il croit en sa sincérité et qu'il est ici venu rendre visite à un ami qui habite cette maison. Emma commence à analyser tout. Ce qui a été dit. Il n'y a que quelques appartements dans leur maison et sa mère disait justement qu'un invité devrait venir chez eux aujourd'hui. Elle demande si le nom de son sauveur est North Sheps, ce qui surprend le personnage principal et lui demande comment l'étranger connaît son nom. Après avoir réfléchi un peu plus, le personnage principal demande si elle est la fille d'un vendeur de beignets du nom de famille Heistonen. Emma est gênée et confirme cette information. Elle ne savait pas que l'oncle Nord était devant elle tout ce temps. Se détournant, North fronce les sourcils et ne croit pas que le frère de Heistonen puisse avoir une si belle fille. Il parle maladroitement de la faible différence d'âge qui existe entre eux, donc elle ne peut pas l'appeler oncle, mais Emma tient bon parce qu'il est l'ami de son père. L'ingéniosité de la fille ne dort pas et elle décide de profiter de la situation, car comme il est son oncle, en fait, elle n'a pas besoin de rembourser la dette. Mais même en étant son oncle, le personnage principal reste sur ses positions. Ils ont déjà conclu un accord qui ne peut être rompu ou annulé. Emma court vers North et lui demande une remise, à laquelle son oncle hésite et lui permet de ne pas payer d'intérêt, mais le reste du paiement doit être payé. Après avoir convenu de petits changements au contrat, les gars entendent un homme monter les escaliers et prononcer leur nom. Devant eux se tient la femme de M. Heistonen, et également la mère d'Emma, son nom est Shena, et elle est extrêmement surprise et demande aux gars comment ils se connaissent. Le festin commence. M. Heistonen et North décident de boire un verre d'alcool avant de manger. Depuis la cuisine, les ménagères crient aux hommes que tout sera prêt dans quelques minutes. Et le personnage principal répond qu'ils peuvent, qu'ils ne sont pas pressés. Dans la cuisine, pendant qu'elle prépare le repas, la mère interroge sa fille pour savoir si Emma ne connaissait pas vraiment un ami de leur famille auparavant. C'est à quoi la fille répond par l'affirmative. La mère dit que l'oncle est un bon gars, mais qu'il n'a aucune ambition et qu'il est également paresseux. Ce à quoi la fille dit à la mère de parler plus doucement, car North peut l'entendre. North, assis derrière le mur avec un verre à la main, est désespéré car il a tout entendu.
Pendant ce temps, dans la rue du quartier malheureux, des bandits se rassemblent pour parler au patron de l'incident survenu aujourd'hui dans le quartier. Le chef, nommé Théodore, allume une cigarette et veut découvrir qui a attaqué son gang dans le quartier aujourd'hui. Hector, le visage gonflé par les coups d'aujourd'hui, raconte que l'homme qui les a battus s'appelait lui-même Foulard Rouge. Plissant les yeux, le chef prend une bouffée et lui ordonne de s'occuper d'abord de la fille. En fourrant de la nourriture dans ses deux joues, North remercie sa sœur Shena pour son excellente et délicieuse cuisine. La mère demande à table s'il a offensé quelqu'un dans l'entreprise, ce à quoi elle reçoit une réponse négative. Le personnage principal ne se souvient d'aucun affrontement avec des employés. Le seul moment de ce genre s'est produit il y a quelques jours, alors qu'il était malade et n'est pas allé travailler, ce pourquoi son patron était en colère contre lui. Shena est surprise par la façon dont le directeur principal a réagi à cette situation. Mais elle est plus inquiète du constat d'aujourd'hui selon lequel toutes les caméras sont constamment braquées et surveillent le nord. Le personnage principal essaie de ne pas montrer que cette information l'a rendu méfiant, car s'il commence à creuser sous lui, cela ne finira pas bien. Emma désamorce la situation en disant que l'oncle North est jeune et que s'il a offensé quelqu'un, il peut facilement trouver un autre travail. Mais son sauveur lui déclare qu'en réalité, il s'entend bien avec tout le monde et ne veut pas encore changer de travail. Monsieur Haytonen note combien il apprécie la tolérance du frère North Sheps et veut boire à son hommage. Le personnage principal se prépare à rentrer chez lui et dit au revoir à tout le monde, merci pour le dîner. Emma décide d'accompagner son oncle. North sort dans l'entrée et descend les escaliers. La fille court après lui et veut parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. L'oncle se retourne et lui dit de ne pas s'inquiéter et de rentrer à la maison, sinon il devra la sauver à nouveau. Shena passe la tête derrière la porte de l'appartement des Heistenen et demande si les garçons ne se connaissent vraiment pas. Emma répond avec crainte qu'elle ne le connaît pas. La mère a peur car une liaison avec une telle personne n'apportera rien de bon à sa fille. La fille retire sa mère car North peut tout entendre. En marchant dans la rue, le personnage principal pense que même les sourds entendraient leurs cris depuis le palier. Emma cite comme argument qu'elle a déjà un petit ami, auquel Shena commence à la bombarder de questions jusqu'à ce que la fille la supplie de venir en parler dans l'appartement. De retour chez lui, North, par habitude, se dirige vers le réfrigérateur et prend une seringue. Plusieurs jours se sont écoulés et aucune anomalie n'a été observée. À la fin de cette journée difficile, il décide d'aller se coucher et le lendemain d'aller au bureau et de découvrir qui le surveille. Le matin, au bureau, le vice-président attend déjà le début du nouveau spectacle. Car hier, il n'y a eu qu'un petit test. Finalement, un signal arrive dans son oreillette indiquant que la cible est en place. Kelly ordonne à tout le monde de prendre position. Le personnage principal franchit les portes de l'entreprise, tandis que des caméras suivent chacun de ses pas. Un garde sort prudemment de la cabine de sécurité avec une batte et la jette sur la tête de North. L'agent spécial ne dort pas. Avec sa vision périphérique, il a vu ce que le travailleur prévoyait de faire. Il a intercepté la batte sans même se retourner et l'a renvoyée. Sa précision est étonnante. La batte a volé directement dans le visage du garde, le faisant tomber. L'instigateur est assis dans le bureau, les sourcils froncés, et ordonne au groupe suivant de se préparer. Le test suivant est celui d'un ouvrier avec un réservoir d'eau usée plein en mouvement, qui se dirigeait directement vers le personnage principal. Mais même là, North était en alerte. Remarquant un ouvrier avec un char, il a sauté hors de la trajectoire de ce char de merde à la vitesse de la lumière. En conséquence, le travailleur lui-même, n'ayant pas calculé sa force, est tombé et tout le liquide nauséabond s'est déversé sur lui. Kaylee, en regardant 2 tentatives de vengeance déjà ratées, ne comprend pas comment un concierge ordinaire réussit. Le personnage principal entre dans le bureau du chef de département, auquel le patron lui demande de s'asseoir sur la chaise située en face de lui. La vice-présidente observe ce qui se passe en retenant son souffle, car elle a légèrement ajusté la chaise. Après tout, selon son plan, dès qu'il s'assoira sur la chaise, celle-ci se brisera. Pendant ce temps, North essaie de découvrir pourquoi son patron l'a appelé. Le concierge s'est assis calmement sur une chaise et, avec un regard calme, continue d'attendre une réponse du patron pour savoir ce qui se passe. Le patron et le chef de service tombent dans la stupeur. Ils ne comprennent pas pourquoi leur plan insidieux n'a pas fonctionné. Ne sachant pas quoi dire dans une telle situation, le patron commence à se mettre en colère contre le nettoyeur en disant qu'il a fait du désordre hier. Mais le personnage principal pense à ce moment-là seulement que même si des caméras le surveillent dans le bureau, alors la personne qui l'observe occupe une position très élevée.
Le chef oblige maintenant le concierge à nettoyer les toilettes de tous les étages 3 fois par jour. North accepte avec joie l'ordre et se met au travail. Dès que la porte claqua derrière North, le patron décida de vérifier la chaise surprise et s'assit dessus. Dès qu'il s'est assis sur la chaise, comme une épingle à cheveux, la base de la chaise a percé le siège supérieur et a percé directement le cul du patron. Kaylee voit cela à travers la caméra et n'arrive pas à comprendre pourquoi la chaise n'a pas fonctionné sur le concierge. Lilith entre dans le bureau de sa sœur et demande comment tout s'est passé, ce à quoi elle reçoit une réponse décevante. L'affaire s'est avérée plus compliquée qu'il ne le pensait. Mais le vice-président ne désespère pas et raconte à sa sœur comment ce concierge la force à faire autre chose. La sœur aînée se demande ce que Kaylee veut faire, ce à quoi elle lui murmure secrètement ses plans à l'oreille. Ayant appris les plans de sa petite sœur, elle demande si c'est trop. Mademoiselle Fima répond que pour le bien de sa sœur, elle s'occupera de tout. Le chef du bureau dit à Kaylee qu'elle a une réunion dans l'après-midi, elle reste donc à la tête de l'entreprise. Le vice-président envoie un baiser d'adieu à sa sœur et dit qu'elle fera du bon travail. North lave le sol dans l'une des salles de bain. Il remarque enfin la caméra braquée sur lui et il est agacé de constater que même pendant qu'il fait le ménage, il continue d'être suivi. Monsieur Sheps commence à analyser si cela pourrait être la fille dont il a peint le visage, mais elle n'oserait pas, sachant qu'il avait une photo entre les mains. Le personnage principal veut déterminer où se trouve cette personne. Il envoie ses molécules espionnes à l'étage administratif pour regarder autour. Ces espions ont vérifié tout le département, mais n'ont rien trouvé, à part un grand nombre de belles filles. Mais alors, l'une des molécules remarque quelque chose d'étrange. North ne comprend pas ce que fait la fille. Il voit seulement une tache noire s'étendre sur le sol. À ce moment-là, son téléphone sonne et son patron lui ordonne d'aller dans la salle de photocopie et de la nettoyer. La fille qui renverse de l'encre sans laisser de traces s'avère être notre vice-présidente. De tels coups tordus lui procurent clairement du plaisir. North répond qu'il viendra tout de suite et pense que puisqu'elle veut s'occuper de lui, il va jouer un peu avec elle. En entrant dans la salle de copie, le personnage principal s'est figé avec une expression d'horreur sur son visage. Une énorme tache arc-en-ciel d'encre mélangée était renversée sur le sol. Kaylee salue le concierge et regrette qu'il ait dû venir ici à cause d'elle, mentionnant la mauvaise santé de sa sœur. Elle a donc été obligée de l'appeler. North regarde toute cette image avec perplexité et se demande comment cela a pu arriver. La vice-présidente fait semblant d'être innocente et dit qu'elle a accidentellement laissé tomber l'encre. Le personnage principal ne pense pas que c'était un accident. Kaylee dit que c'est une bonne chose que le patron ne soit pas là aujourd'hui, sinon elle aurait été très sévèrement grondée. North ne croit rien de ce que dit cette fille. Dans sa vie, il a rencontré de nombreuses personnes qui voulèrent le tromper, mais jusqu'à présent, personne n'y est parvenu. Le personnage principal se met au travail et dit d'être plus prudent la prochaine fois. Kaylee voit le manque d'attention de sa part et s'en étonne. La fille pense qu'il n'y a aucun homme qui ne l'aimerait pas. Mais en même temps, elle commence à craindre que son charme diminue avec l'âge. Elle essaie rapidement de chasser de telles pensées, se reconnaissant comme la meilleure en tout et remercie en même temps la femme de ménage. Tandis qu'il frotte le sol, North se demande si elle est vraiment si heureuse qu'elle lui met des bâtons dans les roues. Kaylee court vers le concierge et attrape sa carte accrochée autour de son cou avec des informations. Elle dit que son plus jeune s'appelle également North, par coïncidence. Mais la fille remarque que son frère n'est pas aussi grand que son homonyme, et North l'informe qu'un bouton de son col essaie de se détacher. Kaylee croise les bras sur sa poitrine avec embarras, rougit et dit où M. Sheps regarde. Le personnage principal voit le mauvais jeu d'acteur du vice-président. Elle n'est pas à sa hauteur. Elle est trop jeune et inexpérimentée. À l'intérieur de la fille, tout bouillonne de colère. Comment ose-t-il regarder sa peau délicate? Elle veut l'achever tout de suite. North a terminé son travail et demande s'il y a autre chose à nettoyer. Kaylee le félicite et note à quel point c'est propre maintenant. Le nettoyeur veut partir, mais mademoiselle Fima se dresse sur son chemin avec une tasse de thé et lui en offre un avant-goût en guise de remerciement pour son travail. North soupçonne qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le thé et essaie de refuser poliment la fille. Kaylee n'est vraiment pas simple. Elle a augmenté la dose de drogue dans la boisson et se plaint de n'avoir jamais préparé de thé pour personne auparavant. Et c'est impoli de refuser. North est d'accord. Il a besoin de savoir à quoi sert tout ce spectacle. Et la fille est déterminée à lui faire ressentir toute la douleur sur son cul. Le personnage principal sent un laxatif dans la boisson, mais le boit
car aucun virus ne pourrait lui faire quoi que ce soit, ce qui lui serait bénéfique avec une petite dose de laxatif. Il remercie la vice-présidente en disant que la boisson est rafraîchissante et qu'elle est heureuse que son plan ait réussi. North ne va pas simplement laisser partir la fille. Il veut qu'elle ressente ce qu'est une vraie douleur à l'estomac. Le personnage principal crie fort. Kaylee veut savoir ce qui s'est passé, car son cri l'a effrayée. Il s'approche d'elle et lui dit qu'il veut entendre son avis, et lui fournit des informations sur son hypothèse selon laquelle la fille du 8e étage lui en veut. North partage ses observations avec elle. Partout où il va, les caméras sont constamment pointées sur lui. Pour y parvenir, il faut être du service administratif. Kaylee se dit que le concierge s'est avéré beaucoup plus perspicace qu'elle ne le pensait et dit que ce n'est pas parce que quelqu'un regarde que quelqu'un s'intéresse à lui. North parle. Au début, il le pensait, qui aurait pensé garder un œil sur un petit concierge. Cela n'a de sens que s'il a offensé quelqu'un. Kaylee lui dit qu'il est une bonne personne et qu'elle ne croit pas qu'il ferait de mal à qui que ce soit. Ce à quoi le concierge accepte et suppose qu'alors quelqu'un l'aimera. North continue avec arrogance à affirmer que si quelqu'un l'aimait, alors c'était effrayant parce qu'il n'était qu'un simple concierge. Cela signifie que la fille qui le regarde n'est pas prévoyante, laide, son caractère est terrible. Tous ces mots s'enfoncent comme des flèches dans la fierté de Kaylee. Le personnage principal parle de la peur de ne pas pouvoir résister seul à cela et espère que le vice-président l'aidera. En disant cela, il pose sa main sur son épaule. Il a laissé le virus sur son épaule. North a remercié la fille d'avoir écouté son problème et a continué son travail. Kaylee est laissée seule dans la salle de photocopie. Et maintenant, elle jubile, parce que dans 3 heures, les effets de la drogue rattraperont sa victime. North se tient à l'arrêt de bus et lit des informations sur le virus de la diarrhée dorée qui prend effet après 3 heures. Il regrette de ne pas pouvoir regarder une belle femme en difficulté. À ce moment-là, une voiture rouge s'approche de lui. La fenêtre se baisse et le vice-président apparaît derrière elle. Elle est choquée par cette coïncidence, car elle ne s'attendait pas à le rencontrer après le travail. Le personnage principal la regarde avec un sourire, essayant de comprendre ce qu'elle fait cette fois-ci. Faisant appel à son charme naturel, la jeune fille le remercie une fois de plus pour son aide et lui propose d'aller dîner ensemble. North hésite, mais monte quand même dans la voiture et demande où ils iront manger. Ce à quoi Kaylee maintient l'intrigue et parle d'un bon endroit. La fille appuie sur la pédale d'accélérateur et la voiture démarre soudainement. L'intrigant dit qu'à son arrivée, il verra tout par lui-même. Après avoir conduit un court instant, le personnage principal remarque qu'il quitte la ville et lui fait part de l'hypothèse selon laquelle ils vont manger au village. Dans sa tête, la jeune fille n'aurait jamais de sa vie voulu s'asseoir à la même table que ceux qu'elle pensait être une racaille. Mais pour éviter les soupçons, elle a inventé une légende sur une ferme-restaurant où ils étaient censés se rendre. North comprend son plan diabolique de l'emmener dans un endroit où il n'y a pas de toilette afin de faire de lui la risée de tous. Alors que Kaylee pense à l'apparition rapide des effets de sa drogue, elle ne se doute même pas dans quel piège elle s'est fourrée. Ils commencent tous deux un compte à rebours dans leur tête, anticipant la douceur de la vengeance, mais quelque chose ne se passe pas comme prévu. La vice-présidente ne comprend pas, selon ses calculs, que ce moment très fatidique est arrivé, mais rien ne se passe. Elle a immédiatement pensé aux pilules peut-être périmées. Mais alors, de manière inattendue pour elle, son estomac commence à se tordre impitoyablement. Elle se serre le ventre et ne comprend pas comment cela a pu lui arriver. La voiture ralentit soudainement au bord du trottoir. La fille, attrapant quelques serviettes, ouvre la porte et sort de la voiture. North lui crie depuis la voiture qu'il ne voit pas de restaurant ici, ce à quoi il reçoit l'ordre grossier de s'asseoir dans la voiture. Il sort de la voiture pour profiter du spectacle, posant simultanément la question de savoir pourquoi la dame grimpe dans les buissons, et elle lui crie qu'il ne doit pas la suivre. Croisant les bras sur sa poitrine, le personnage principal dit qu'elle peut dire directement si elle veut aller aux toilettes. Sinon, il pensera qu'elle a un fétichisme fou. Furieuse, Kaylee le traite d'idiot et lui demande ce qu'il ferait d'autre au milieu des buissons avec un morceau de papier. La jeune fille décide de marcher un peu plus loin pour que son compagnon ne voie pas cette image humiliante. Après avoir marché un peu plus loin, elle se décide et commence à enlever sa jupe. Mais avant que la fille n'ait eu le temps de baisser complètement ses fesses, North crie à propos de la possibilité de serpents dans les fourrés, et si elle est en danger, elle devra l'appeler. Une seconde plus tard, le personnage principal commence à rire et à dire qu'il plaisantait,
Kaylee l'avait déjà mentalement achevé. Mais mademoiselle Fima se rend compte que tout va mal. Elle n'a pas seulement une crise de diarrhée, elle se met à tousser, tombe à genoux et se tient au sol avec des mains tremblantes. Nort l'attend en haut de la route. Il commence à s'inquiéter car la fille est partie depuis longtemps et se demande si le virus de la diarrhée peut tuer une personne. Puis Kaylee sort de derrière les buissons sur la route, à peine debout, et demande à appeler une ambulance. En marchant vers son compagnon, elle trébuche sur une pierre et vole en avant. Le personnage principal parvient à la rattraper. Il remarque du sang aux commissures de ses lèvres et, paniqué, commence à se demander s'il doit appeler une ambulance, qui ne pourra probablement pas l'aider, ou essayer de traiter lui-même le virus. Réalisant qu'il lui reste peu de temps, il décide de tout gérer lui-même. Avec son pouvoir, il tente d'extraire le virus d'elle, mais celui-ci le rejette. Nor comprend qu'à ce rythme, son compagnon va mourir. Il décide d'essayer une autre voie, vaincre un virus par un autre. Il crée un virus et suggère qu'il peut agrandir des choses microscopiques grâce à l'imagerie. En plantant un autre virus, il a élaboré un plan pour s'emparer d'un autre virus et d'abord le multiplier, puis le détruire. Le virus subordonné pénètre instantanément dans le corps de la fille et, ayant trouvé un collègue nuisible, l'enferme en lui-même. Sur ordre, celui-ci, ainsi que le virus de la diarrhée dorée, sont retirés du corps de Kaylee. Une fois dans la nature, le virus de la diarrhée dorée augmente de taille, ce qui surprend le personnage principal. Remarquant le monstre, Nort pense à quel point ce virus est laid. Il sort un couteau de sa basket et dit qu'il ne permettra pas que d'autres personnes soient blessées. Le virus regarde son créateur et parle dans un ensemble de lettres incompréhensibles, tandis que le personnage principal, quant à lui, chauffe son couteau avec du feu et jure d'éliminer le monstre. Golden Diarrhea attaque en premier en criant, mais North parvient à s'écarter. Le deuxième et dernier coup est porté par Monsieur Sheps avec son couteau de feu qui coupe le virus en deux parties. Après avoir gagné, le personnage principal comprend qu'il n'aurait pas dû libérer le virus et pense qu'à l'avenir, il devra être très prudent avec cela. Mais North ne se réjouit pas longtemps. Il commence soudainement à cracher du sang et réalise combien de force il a perdu, initialement dans l'intention d'aider, mais à la fin, il s'est causé des dommages. Le personnage principal commence à se souvenir du nombre de missions dangereuses auxquelles il a survécu, et il pourrait alors mourir d'un virus mineur. Plusieurs heures se sont écoulées, le soleil couchant commence à disparaître sous l'horizon. Kaylee, ayant repris connaissance, essaie de comprendre ce qui s'est passé. Après s'être levée et s'être assise sur l'herbe, la jeune fille se rend compte que son ventre ne lui fait plus mal. Devant elle, elle voit North couché dans le sang. Elle essaie de lui demander s'il va bien et pourquoi il y a autant de sang. Kaylee suppose que ce type l'a sauvée. Même si elle ne sait pas comment, la fille prend une décision et appelle une ambulance. L'histoire du personnage principal a commencé avec le fait que dans son enfance, il a perdu ses parents et qu'un vieux bâtard l'a élevé comme son propre fils. North a vécu dans les montagnes jusqu'à l'âge de 8 ans et a commencé à étudier des livres et des textes médicaux dès son plus jeune âge. À l'âge de 12 ans, le personnage principal avait déjà appris à disséquer les cadavres, ce qui rendait son vieil homme incroyablement heureux. À cette époque, le garçon pensait qu'à l'avenir il pourrait devenir médecin, mais le vieil homme a décidé d'envoyer le Nord à la guerre, où chaque jour il est au bord de la mort. À ce moment-là, le jeune homme a commencé à penser qu'il deviendrait un soldat à gages. Mais le vieux bâtard a décidé d'envoyer son fils dans un voyage meurtrier. North était jeune et de sang-froid. Et alors qu'il avait déjà versé suffisamment de sang et amassé une énorme fortune, le jeune homme pensa à abdiquer le trône du tueur suprême. Mais ses plans, comme d'habitude, ont été modifiés par le vieil homme, qui a mis en scène la mort du personnage principal et l'a ensuite affecté à l'unité nationale en tant qu'agent indépendant. Le vieil homme était bon, il a reçu de nouveaux documents, donc personne n'avait de questions sur l'identité du jeune homme, mais lors d'une des tâches, North apprend la mort du vieux bâtard. Avant sa mort, il a laissé au personnage principal une boîte en bois et a écrit dans son testament qu'il ne pourrait l'ouvrir que lorsqu'il serait suffisamment fort. Dès le lendemain de la réception de la boîte, North a essayé par tous les moyens et avec les outils disponibles de l'ouvrir. Après cela, il se lance dans le travail et effectue une douzaine de missions plus dangereuses, avant la mission en Afrique de l'Ouest où il est infecté par un super virus. Il semble que cela aurait pu devenir tragique pour le personnage principal, mais grâce à de telles circonstances, il a eu la chance de mener une vie normale et calme.
Kaylee se tient dans le couloir de l'hôpital et parle avec le médecin. Il dit que sa compagne va bien, seulement faible, et que SS tests sont tout à fait normaux. La jeune fille fut surprise de constater qu'aucune anomalie n'avait été constatée. Elle sentit littéralement que la vie lui échappait à ce moment-là. North est allongé sur un lit d'hôpital pendant qu'il dort. Des changements se produisent dans son corps, le faisant se réveiller. Une fois réveillé, il essaie de comprendre ce qui se passe et où il se trouve. Et en même temps, il ressent des sentiments inhabituels en lui-même. North sent que tous ses méridiens ont été nettoyés. Il a dépassé les limites de ses capacités, qu'il n'avait pas pu franchir pendant des années. Le colocataire assis sur le lit d'à côté regarde le personnage principal comme s'il était fou. Sheps sent qu'il est devenu 3 fois plus fort et qu'il a maintenant, peut-être, l'opportunité d'ouvrir la boîte que son vieil homme lui a léguée. Kaylee entre dans la pièce, tenant un grand panier de fruits pour le patient. Elle veut savoir comment se sent North. Le personnage principal salue le vice-président, répond qu'il va bien et demande en retour comment se sent la jeune fille. Mademoiselle Fima rougit et remercie M. Sheps, lui demandant s'il l'a vraiment sauvée. Il accepte ses mots de gratitude, mais laisse entendre avec un sourire que de nos jours, on dit merci un peu différemment. Le colocataire est instantanément sorti du lit et s'est dirigé vers la sortie, décidant de ne pas déranger la fille. Pour remercier sa voisine, Kaylee se tient debout dans l'incompréhension. North explique qu'il s'est réveillé et a découvert qu'il était dans le coma depuis plusieurs jours, et que s'il ne se présentait pas au travail aujourd'hui, il serait renvoyé. Kaylee le rassure, lui assurant de l'humanité de l'entreprise envers ses employés et qu'elle l'aidera personnellement à prendre des congés. Le personnage principal continue de faire des allusions, dit qu'il balaye les rues, qu'il n'est pas riche lui-même et qu'il a des factures d'hôpital. Mademoiselle Fima lui informe qu'elle a déjà payé toutes les factures d'hôpital et qu'elle lui remboursera tous les jours d'absence. Après avoir abordé les questions principales, North veut parler de combien son aide a coûté à la fille en une journée, ce qui la rend à nouveau abasourdie. Il espère sa compréhension. Sans ses compétences médicales, elle serait morte. Son compagnon a risqué sa vie pour elle et prévient qu'il ne demandera pas beaucoup d'argent. Kaylee réfléchit. Même si elle est reconnaissante envers North pour son salut, elle n'a pas trop confiance en elle. Les gars commencent à marchander. La fille propose 1 000 $, ce à quoi Sheps n'est pas d'accord. Elle augmente le montant à 10 000. À quoi le personnage principal demande si la vie du vice-président de leur entreprise vaut 10 000 $. Mademoiselle Fima est choquée par une telle impudence. S'il ne veut pas 10 000, il s'avère qu'il en veut 100 000. En souriant, North dit que cela lui conviendra, car, après tout, elle occupe un poste élevé dans l'entreprise, et un tel montant est comme une goutte d'eau dans l'océan pour elle. Une flamme de rage brûle à l'intérieur de la fille. Mais extérieurement, elle dit calmement qu'une telle somme n'est vraiment pas si grosse pour elle, mais qu'elle aimerait d'abord qu'ils résolvent un problème. Rougissant, elle baisse la voix jusqu'à un murmure. Kaylee dit qu'il devrait savoir, elle est décente et innocente. Ce jour-là, dans le coma, la fille était impuissante et vulnérable, et il est, après tout, un homme. Un voisin regarde en arrière dans la pièce, entendant les cris de North, qui prétend qu'il n'est pas ce genre de personne, et une fille le confronte, qui ne peut pas imaginer ce qu'il pourrait lui faire. La vice-présidente rappelle qu'elle l'a également sauvé lorsqu'il a perdu connaissance, et en général, elle ne l'a pas forcé à la sauver, il suffisait d'appeler une ambulance pour qu'il puisse être quitte. Kaylee continue de s'en tenir à sa ligne avec l'idée que North pourrait profiter d'elle. Le personnage principal en a assez de trouver des excuses et dit qu'il n'a pas besoin d'argent. Le visage de l'héroïne change immédiatement. Elle sourit et le remercie. Avec tout son désir, il ne pourra pas la vaincre ici. Sheps sort du lit en colère et décide de rentrer chez lui après avoir récupéré la caution pour payer le traitement. Kaylee l'a accompagnée pour rendre l'argent qu'elle avait déposé sur le compte et le donner à North. Avec beaucoup de bonheur, le personnage principal compte les factures, espérant que ce montant lui suffira pendant un certain temps. Avant de partir, il décide enfin de connaître le nom de son ami d'infortune. Kaylee décédée, en lui disant au revoir, il décide de vaquer à ses occupations. En le regardant, la fille pense qu'elle voulait l'inviter à dîner, mais maintenant il peut l'oublier. En arrivant chez son vieil homme, le personnage principal commence à vider toute la commode, dispersant livres et cartons à la recherche d'une boîte en bois. Mais ensuite, North se souvient qu'il a utilisé la boîte comme support pour un pied de table. En la saisissant, il pense que son vieil homme a dû y laisser quelque chose de bien. Prenant la boîte à 2 mains,
Il déploie toute sa force, car il attend ce moment depuis tant d'années. La boîte céda, North l'ouvrit et vit qu'il y avait un simple cahier. Cela le rendit fou. Par désespoir, il les jeta dans le coin de la pièce. En colère, le personnage principal a plongé la main dans le réfrigérateur pour prendre une canette de bière fraîche, maudissant en même temps le vieil homme. Derrière lui, une lueur bleue commence à sortir de la boîte ouverte et une projection d'une personne apparaît. North boit une gorgée de bière avec frustration, ne voyant pas ce qui se passe derrière lui. L'homme fantôme se retourne et crie que lui et le petit bâtard ne se sont pas vus depuis longtemps. Surpris, Sheps crache sa bière et n'en croit pas ses oreilles. Son défunt vieil homme se tient vraiment devant lui, qui commence son monologue. Il dit que North verra cette vidéo quand il ne sera plus en vie. Avec un sourire sur son visage et un peu excité, le personnage principal demande à quel jeu joue son père cette fois. Il continue de diffuser depuis la boîte que si Sheps le voit, alors son pouvoir a atteint son apogée, et il doit lui dire certaines choses. Le père révèle la véritable histoire de sa mort. En fait, il est décédé d'une grave blessure lors d'une compétition d'arts martiaux. En vérité, il est le chef du palais Amerap, une ancienne secte. Ils ont un conflit avec une autre secte appelée Plume Volante, et tous les 30 ans, les deux sectes s'affrontent. À l'heure actuelle, les plumes volantes ont un plus grand avantage pour gagner, mais ce n'était pas toujours le cas. À la 63 et Génération, la secte du palais comptait environ 3 disciples. Et à la 64 Génération, North Sheps est resté le seul membre du palais. Le personnage principal n'arrive pas à le croire. Il est le seul étudiant restant. Le vieil homme continue de fournir un flot d'informations. Le livre laissé dans la boîte est un chef-d'œuvre de son école. Il ordonne à son fils de s'entraîner dessus et de se venger de la secte. Le fils, bien sûr, est choqué par toutes les informations qui lui sont révélées et pense que son père veut à nouveau l'envoyer vers une mort certaine. Le vieil homme dit qu'il connaît son garçon, alors pour éviter un accident, il a empoisonné North. Et si son fils n'étudie pas le livre et ne purifie pas ses veines du poison à l'aide de la connaissance, il ne vivra pas plus de 10 ans. Sheps court vers la boîte en criant. Finalement, la projection de son père dit que s'il cultive avec persévérance, il se purifiera non seulement du poison, mais atteindra également un nouveau royaume. Allongé sur le canapé, North réfléchit à la façon dont le poison va s'entendre avec le super-virus qui est en lui. Pour l'instant, il ne peut pas faire face au super-virus lui-même, car la dernière fois, sa force était à peine suffisante pour combattre le virus de la diarrhée. Le personnage principal comprend que même après la mort, son vieil homme maudit ne lui permettra pas de vivre une vie tranquille. À sa grande surprise, le livre s'est avéré vraiment utile. Il y lit des informations sur les 6 couches existantes et sur le fait que même les génies de la génération précédente n'étaient pas capables de passer à la 3e couche. Le personnage principal décide d'appliquer les connaissances acquises dans le livre et se rend compte que cultiver la technique secrète sera vraiment difficile. Il apprend que l'énergie interne est une force tyrannique. Sa quantité est limitée et qu'il existe l'énergie QI, elle est douce et possède une réserve inépuisable. Cette connaissance lui a été révélée par son vieil homme. Si North continue comme ça, sa force augmentera, mais pour vaincre la secte des plumes volantes, il devra percer jusqu'à la 3e couche. Ainsi, en franchissant la 3e couche, il découvrira un nouveau monde. Cela lui permettra peut-être de peaufiner l'élixir de longévité et de prolonger sa vie jusqu'à 3000 ans. Mais à l'heure actuelle, il a atteint la limite de SE capacité. La seule pensée joyeuse pour lui est que la compétition des sectes est encore à plus de 20 ans. Il est distrait de la pile de pensées dans sa tête par une sonnerie de téléphone. C'est la vice-présidente qui a décidé de déranger sa victime. Depuis le récepteur, on peut entendre la question « Pourquoi North n'est-il pas allé travailler aujourd'hui ?» à laquelle il répond qu'il a des choses tellement importantes à faire qu'il a même oublié de prévenir tout le monde. Kaylee retient à peine un cri, se ressaisit et lui dit qu'elle prendra un jour de congé pour lui et veut qu'il essaie de ne plus refaire ça. Le personnage principal promet de s'améliorer et, en signe de gratitude, invite les filles à dîner demain soir. Debout devant la fenêtre panoramique donnant sur la ville, la jeune fille demande et émet l'hypothèse qu'il s'agit d'un rendez-vous. North comprend qu'il ne peut pas le lui rendre, alors il répond que c'est un peu comme ça, sans comprendre pourquoi il l'a invité à dîner. Il soupçonne qu'en mangeant de la nourriture occidentale et en buvant une bouteille de Lafite vieux de 200 ans, sa réserve stratégique d'argent va tout simplement se dissoudre. Mademoiselle Fima agit de manière inaccessible.
parle de la file d'hommes qui rêve de l'inviter à dîner, et si elle accepte, ne serait-ce pas injuste envers les autres? Pendant une seconde, le jeune homme est content de ses querelles et dit qu'elle a raison et qu'il est une personne immorale qui devrait être rejetée. Mais Kelly a déjà tout décidé pour elle-même, et elle est prête, au nom de son amour sincère, à réfléchir à qui d'autre. Elle n'est pas allée aux Champs-Élysées depuis longtemps et n'est pas un Lafitte. La fille commence à énumérer davantage ses désirs. Effrayée, North décide simplement d'éteindre rapidement le téléphone. Après avoir raccroché, le téléphone a sonné à nouveau. Sheps a vu le numéro d'Emma et a décroché le téléphone, décidant qu'elle l'appelait à propos de sa dette. Mais la voix d'un homme retentit au téléphone, demandant si l'écharpe rouge est en contact avec lui. North est horrifié. Pourquoi des voix d'hommes viennent du téléphone? Quel genre d'écharpe rouge? Il pense qu'ils ont décidé de lui jouer un tour. Le personnage principal dit qu'ils ne pourront pas le tromper, et il va maintenant raccrocher. Mais ensuite, il lui donne l'information que sa petite amie est avec eux et demande à Emma de dire bonjour à North. La fille crie que son oncle ne doit pas venir lui-même. Il y a beaucoup de criminels à côté d'elle et lui demande d'appeler la police. Le personnage principal entend un homme crier sur sa petite amie et lui dire de se taire, ce à quoi North demande ce qu'ils veulent. Le voyou donne 30 minutes à l'oncle d'Emma pour se rendre à l'endroit dont il enverra l'adresse par téléphone. Le criminel a également prévenu que si Sheps ne venait pas seul, il tuerait sa petite amie. Le personnage principal accepte et, après avoir raccroché, se met en route. À ce moment-là, le boss dit à tous ses serviteurs de se préparer à réduire l'ennemi en bouillie. Hector s'approche de l'otage avec une béquille et commence à la menacer qu'une fois qu'ils en auront fini avec son oncle, il lui donnera envie de mourir. L'un des bandits montre de la peur et demande s'ils peuvent résister à l'ennemi, auquel C.A. il est frappé à la tête par un autre membre du gang, qui lui dit de ne pas douter, car ils sont sous la direction du chef Théodore lui-même. Le patron décide d'approcher Emma et de lui expliquer qu'il n'est pas le genre de personne qui ne fait pas la différence entre les insultes. Il promet que si l'écharpe rouge vient à la réunion et ne rompt pas l'accord, alors il ne la dérangera pas. Hector est contre cette situation. À son avis, la fille est à blâmer pour le fait qu'ils ont été estropiés et veut la torturer à mort. Théodore pense à ce moment-là que son compagnon d'armes n'est pas digne de s'amuser avec une telle fille. Le patron pense que pour s'amuser avec une fille aussi mignonne, il faut être une personne héroïque comme lui. Il dit que tout devrait se passer selon la raison. Ils ont été battus avec un foulard rouge et la dame n'avait rien à voir avec cela. Hector est choqué. Il est fondamentalement en désaccord avec la déclaration du leader et se dit qu'il veut juste perdre avec sa femme. Le patron dit qu'il est désolé, car la fille doit traverser tout cela. Il décide de se présenter à la jeune femme. Son nom est Théodore Raven, et il a un certain poids dans ce quartier. Emma demande à Théodore de ne pas aller aussi loin et d'épargner son oncle, et elle le récompensera plus tard. Le chef s'approche d'elle et, la prenant par le menton, lui demande combien coûtera le service, et il a peur que ce ne soit pas suffisant. Le patron se penche sur elle et lui dit qu'il peut garder son oncle en vie. Il se jette sur la captive et la gifle, continuant à dire qu'il ne pourra sauver la vie de l'écharpe rouge qu'après son explication. Le captif montre son caractère et crie qu'il obtiendra ce qui lui est dû, ce à quoi il entend la réponse. Théodore dit qu'elle ne peut pas survivre seule dans la jungle. Soudain, on entend un bruit violent qui résonne dans tout le hangar. Toute l'équipe est en alerte. Hector, voyant une silhouette dans le passage, crie au chef que c'est le même bâtard. Emma crie également à son oncle de courir car ils ont des armes. Mais notre personnage principal ne va pas courir n'importe où. Il est peu à peu entouré de bandits armés de battes et de couteaux. Théodore s'assoit sur une chaise et allume un cigare. Il remarque le courage de North d'être venu ici seul et qu'il le voit comme un homme. Cela lui fait montrer du respect. Ce à quoi le personnage principal répond sarcastiquement que la mère de Théo connaît bien l'homme du Nord ou non et demande si elle lui a transmis cela. Les hommes de main se figèrent de peur et le chef du gang commença à crier que North mourrait aujourd'hui. Le personnage principal ne sait pas avec qui il traverse la route. Ne prêtant pas attention au discours du criminel, Sheps crie à Emma d'attendre encore un peu et il les fera sortir d'ici. Le personnage principal lui dit de ne pas s'inquiéter, car c'est un service gratuit. Et lorsqu'il se retourne, il remarque deux visages familiers et lui demande s'il s'agit des mêmes perdants de ce jour-là. En regardant leurs visages battus, il dit qu'il ne s'attendait pas à leur casser la tête cette fois-ci et leur demande s'ils veulent qu'il les batte à nouveau. Hector jure que s'il ne bat pas à mort l'écharpe rouge aujourd'hui, il ne pourra pas se considérer comme un homme.
Mais North ignore le bandit et se tourne vers le chef, car s'il a bien compris, il a récemment giflé sa petite amie. Ce à quoi Théodore lui dit de ne pas s'inquiéter et de réfléchir à la manière de ne pas recevoir lui-même une gifle. Le personnage principal commence à s'échauffer, tout en se demandant comment une telle racaille a pu prendre pied dans cette zone. L'un des bandits décide de déclencher la bagarre. Avec un cri et une batte levée, il court par derrière vers North, essayant de le frapper à la tête avec la batte. North réagit sans hésitation, donne un coup de pied au voyou au visage, il s'envole, laissant tomber sa batte. Remarquant ce niveau d'arts martiaux, Théo se rend compte qu'il a sous-estimé l'ennemi et ordonne à toute sa bande d'attaquer. Tous les bandits décollent, levant leurs battes et leurs couteaux. Ils sont prêts à se battre à mort avec l'ennemi. Avec les deux premiers adversaires, North fait une saisie, de sorte que les chauves-souris tombent de leurs mains. Il bloque leurs coups et les lance dans différentes directions. Il assomme le voyou qui fonce sur lui à coups de poing d'une seule main droite. Il disperse tout le gang seul. Théo reste sous le choc et ne peut pas croire que son peuple n'ait même pas pu vraiment toucher l'ennemi. Emma, en regardant ce combat, est émerveillée, car son oncle est vraiment magnifique. Hector tombe à genoux devant North. Il demande de l'épargner, car il est désormais infirme et ne peut rien faire dans cet état. Le personnage principal lui demande d'attendre maintenant. Son tour viendra et il réglera ses comptes avec lui plus tard. L'intimidateur continue de supplier Sheps de le laisser partir, puis il le servira et traitera Emma comme sa propre sœur. Théodore dit que son ennemi est vraiment quelque chose. North le considère comme fou car après ce qu'il a vu, il est toujours là. Le chef de gang dit que c'est la première fois qu'il rencontre un tel rival, et en disant cela, il met une main derrière son dos. Remarquant ce mouvement, North dit que si l'ennemi veut obtenir une arme, qu'il le fasse tout de suite et qu'il ne voit pas l'intérêt d'en discuter. Théo sort une arme et la pointe directement sur le personnage principal, en disant avec enthousiasme qu'il s'agit d'une vraie arme. Remarquant le changement du résultat du jeu, le voyou qui a demandé pardon court vers le patron et commence à demander à North de s'agenouiller immédiatement et de demander pardon. Théodore est furieux contre un tel transfuge et, sans se retenir, donne un coup de pied au visage d'Hector. Il pointe ensuite l'arme sur le traître et lui demande de quel droit il se vante ici, promettant de le tuer immédiatement. North décide d'intervenir et de demander s'il avait tort de supposer que le chef avait un Glock 17 dans les mains, et il espère sincèrement que Théo ne l'a pas rempli de balles domestiques, car elles peuvent exploser dans le canon. Agacé, le boss pointe une arme sur le protagoniste, disant qu'il n'a pas besoin d'être courageux, qu'il ne vaincra pas une balle avec ses poings, mais qu'il peut plutôt devenir son disciple. Cependant, si son adversaire refuse sa bonne volonté, il laissera sa vie ici et maintenant. Avec un sourire sur son visage, Sheps dit qu'il sait pourquoi Théo n'a toujours pas tiré. Parce que Théo est un faible et a simplement peur d'appuyer sur la gâchette. Le patron ne tolère pas une telle impudence et commence à crier qu'il n'a pas peur et qu'aujourd'hui, il tuera North. L'agent spécial agit rapidement et arrache l'arme au leader lent. Et encore une fois, ils ont changé de rôle. Sheps dit que lorsque Théodore jouait avec de la terre, il jouait déjà avec des armes et décide également de clarifier combien a coûté ce morceau de merde. Le leader répond que pour 50,000, auquel il reçoit un coup de poing sur la tête et, en plus, une tirade de North selon laquelle il a acheté un faux. Le personnage principal démonte instantanément l'arme en pièces et les jette devant Théo, lui demandant s'il est riche ou si stupide. Le patron comprend que tout est fini et admet qu'il a eu tort, ce à quoi il entend qu'il n'est pas nécessaire d'en parler, mais qu'il vaut mieux faire preuve de sincérité. Théodore sort un couteau et, tout en étant assis, l'enfonce dans sa jambe gauche, demandant si frère North est content. Le gagnant se lève et, se curant le nez, répond que, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Théo, rassemblant ses forces, enfonce le couteau dans sa jambe droite un peu plus haut, ce à quoi il entend que ce n'est toujours pas assez sincère. Le chef supplie North, qui se tient devant lui, de lui pardonner, car il a à sa charge une grand-mère âgée et une jeune épouse qu'il ne peut pas laisser seule. Il se tourne également vers Miss Istonen, lui disant qu'il a été gentil avec elle et l'a protégée des gars du gang, et maintenant il demande de l'aide. Emma demande à son oncle d'arrêter car elle est sûre que tout le monde a déjà été suffisamment puni et qu'ils n'oseront plus rien faire de mal à l'avenir. North libère les criminels restants et commence à faire allusion à l'argent dont il a besoin, et il l'a dépensé pour le voyage. De plus, il était très effrayé par cette situation. Théodore est tout à fait d'accord et admet qu'il doit compenser le préjudice moral. Il demande quel montant est nécessaire
il compensera tout. Le gagnant réclame 1 million, contre lequel le perdant n'a plus rien. Comme il accepte, il demande le numéro de la carte et promet de transférer la totalité du montant demain. L'oncle s'approche d'Emma et lui délie les mains, la rassurant que tout ira bien et qu'ils vont enfin quitter cet endroit. Avant de partir, Théo remet au personnage principal une carte de visite pour qu'il puisse toujours l'appeler en cas de besoin et lui donne les clés de sa voiture en lui disant que s'il n'y avait pas eu ses jambes, il les aurait conduites lui-même. En sortant et en montant dans la voiture, North remarque que le chef de gang en sait beaucoup sur les voitures, car elles sont non seulement luxueuses, mais aussi très agiles. Emma est gênée et remercie son oncle de l'avoir sauvée, car sans lui, elle ne sait pas comment cela aurait pu se terminer. Sheps résume tout au fait qu'elle a déjà payé pour le service. Et, de plus, elle est la fille du frère de Heistonen. Et ils ont une relation, donc il ne prendra même pas de compensation de sa part pour le voyage en voiture. Ce à quoi la fille lui rappelle qu'il vient de faire chanter le patron de Théo pour 1 million entier. Donc elle ne remboursera certainement pas les frais de la voiture. Mais Sheps lui expliquera qu'il n'a fait chanter personne, c'est une compensation pour préjudice moral. Elle ne peut même pas imaginer à quel point il était nerveux quand cet appel est arrivé. Ces mots firent battre plus vite le cœur d'Emma, car son oncle était nerveux à son sujet et il se souciait vraiment d'elle. La fille essaie d'apaiser son cœur et ses pensées car, premièrement, elle a déjà un petit ami. Et deuxièmement, c'est, après tout, son oncle North. Mais malgré tous les facteurs ci-dessus, il a vraiment l'air cool à ses yeux. Elle dit que son oncle est vraiment cool avec elle. C'est à quoi elle entend la réponse selon laquelle il est tout à fait ordinaire. Emma décide également de lui proposer de l'appeler frère au lieu d'oncle, et elle est refusée, car North est déjà habitué à un tel traitement, et au tout début, il lui a lui-même donné la chance de l'appeler ainsi. Ce à quoi la fille commence à bouder et à dire qu'elle a changé d'avis, car leur différence d'âge n'est pas très grande. L'oncle dit que lui et son père sont de vieux amis, et que l'appeler oncle est plus correct. Il ne l'appellera jamais petite sœur. Il la raccompagne chez elle et décide d'attendre que la fille monte à son appartement. En se retournant, Emma décide d'exprimer ce qu'elle ressent pour North. Pour elle, c'est comme s'il avait construit un haut mur dans son cœur. À première vue, il semble si sociable. Mais dès que quelqu'un veut s'approcher de lui, il trouvera un grand mur froid. Le personnage principal rit et commence à faire semblant d'être un idiot qui n'a même pas fini le lycée et qui n'est pas capable de comprendre de quoi il parle. En souriant, Emma dit qu'elle a toujours rêvé d'avoir un frère aîné et c'est pourquoi elle voulait le traiter comme ça, sans avoir de mauvaises pensées. La fille dit aussi qu'elle a remarqué à quel point il est un excellent conducteur. De plus, il connaît les arts martiaux. Ayant tout cela, elle se demande pourquoi il travaille comme simple nettoyeur. Sheps répond que nettoyer des choses sales lui donne la tranquillité d'esprit et demande à Emma si c'est mal de travailler comme femme de ménage. L'héroïne dit qu'elle ne croit pas aux excuses de son oncle. Elle sent qu'il a traversé beaucoup de choses et que son corps et son esprit sont assez épuisés. Le personnage principal prétend qu'elle embellit trop tout, car il n'a même pas de permis de conduire. North est sur le point de partir et dit à Emma de rentrer rapidement chez elle car elle est probablement fatiguée ce jour-là. Finalement, l'héroïne lui crie de réfléchir aux mots qu'elle a prononcés et de ne pas oublier de rendre la voiture à son propriétaire. Sur le chemin du retour, la jeune fille pense à tout ce que son sauveur a dû traverser dans sa vie. Assis dans la voiture, North pense à la jeunesse d'Emma, mais elle est déjà trop vive d'esprit. Il a froid dans la voiture, en levant la tête, il voit une trappe ouverte d'où l'on peut voir le ciel étoilé. Alors qu'il démarre la voiture, il se demande à quand remonte la dernière fois où il a regardé les étoiles. Le personnage principal se rend à un distributeur automatique pour retirer de l'argent et s'offrir quelque chose de savoureux. Après avoir retiré l'argent, il sent que quelqu'un le surveille. North se demande si le pickpocket ose l'attaquer ou non. Sheps remarque qu'une fille le regarde furtivement au coin de la rue le plus proche. Au moment où il voulait réfléchir à la façon dont elle oserait lui voler de l'argent, l'étranger a sauté devant lui bloquant le passage et lui criant d'attendre. Le personnage principal ne comprend rien. Il suppose que c'est son premier volume. C'est pourquoi tout est si peu professionnel. La fille avec une expression sérieuse demande à voix haute combien d'argent il a retiré. North lui demande si elle pense que la question est dure, ce à quoi elle la reformule en lui demandant s'il a besoin d'une faveur. Elle lui propose un service qui le rendra heureux. Il se retourne et lui dit qu'elle ferait mieux de chercher quelqu'un d'autre. D'une voix tremblante, elle lui demande d'attendre, disant qu'elle n'a pas besoin de grand-chose.
Elle promet que le service lui coûtera bon marché. North décide de clarifier à quel point c'est bon marché, car il n'en a pas besoin. Les mains croisées sur la poitrine, elle regarde droit dans les yeux l'étranger. Les larmes coulent sur ses joues et fixe le prix à $20,000. Le personnage principal commence à rire en disant que personne ne lui paierait ce genre d'argent. La fille répond avec confusion qu'elle est étudiante et lui tend une carte d'étudiant. Tenant les documents dans ses mains, l'étrangère fond en larmes et dit qu'elle vient d'atteindre l'âge adulte, que c'est sa première fois et qu'en général, elle a l'air bien. En parcourant les documents, il découvre que le nom de la fille est Tina et dit qu'il ne croit pas à l'authenticité de ces documents. La jeune fille prétend désespérément que s'il ne la croit pas, elle peut vérifier auprès de son département universitaire. North jette ses documents à ses pieds et lui dit d'arrêter de faire des choses comme ça et de ne pas contrarier sa mère. En entendant cela, la fille dit que sa mère est à l'hôpital et elle accepte de le faire pour $15,000. Elle commence à devenir hystérique. Le personnage principal regarde la fille et se souvient de lui-même lorsqu'il a pleuré et a dit au vieil homme de l'accepter. North lui demande si elle est vraiment prête à faire ça. Elle hoche la tête et il lui propose une chambre dans un hôtel. Tina s'assoit tranquillement sur le bord du lit de l'hôtel, attendant l'arrivée de North. En entrant dans la pièce avec une liasse de billets, le personnage principal lui demande de lui verser de l'eau chaude, car il faisait très froid dehors. La jeune fille lui verse docilement un verre d'eau et le lui tend, auquel elle entend des remerciements et une demande d'aller prendre une douche. Tina demande à son client de se présenter, mais North n'en voit pas la nécessité particulière. Mais il se présente quand même en disant qu'il s'appelle North Sheps, qu'il a 25 ans et qu'il travaille comme nettoyeur, ce qui surprend sincèrement la jeune fille. Sheps dit que bien sûr, ce n'est pas une profession particulièrement respectable, ce que Tina nie et dit que les qualités d'une personne sont plus importantes que toute chose extérieure. North lui ordonne de quitter la philosophie et d'aller prendre une douche. Tina s'est également dirigée docilement vers la douche, après avoir demandé si elle pouvait fermer la porte de la salle de bain. En fermant la porte derrière elle, la jeune fille pensa au fait que son client était différent des autres hommes qui la regardaient toujours avec des yeux lubriques. Elle a l'impression qu'il ne veut pas lui faire de mal. Au contraire, il veut l'aider. Debout sous les jets d'eau chaude, Tina se demande combien sont payés les agents de nettoyage, car $20,000 n'est pas une petite somme. Elle croit que puisque tout s'est passé ainsi, elle est obligée de remplir son rôle actuel afin de ne pas rester redevable envers lui. Tina sort du bain, couvrant à peine ses parties intimes avec une serviette, et dit à North qu'elle a fini de prendre une douche. En la voyant sembler sans défense, il revoit des souvenirs où il est tout aussi impuissant. Shep se lève et prend une autre serviette, passant devant Tina. Il la jette sur sa tête, la couvrant complètement. Enveloppée dans une serviette, Tina, confuse, veut savoir s'il a changé d'avis sur le service. Son client lui répond qu'il n'est pas d'humeur, mais qu'il tiendra sa promesse, assurant qu'elle ne perdra pas un seul centime de CE qu'elle mérite. Mais avant que North ne lui donne l'argent, il veut savoir pourquoi elle a décidé de se vendre. Tina admet que sa mère est à l'hôpital et qu'elle a besoin d'une opération. Elle doit collecter des fonds avant demain, sinon sa mère sera en danger. Le personnage principal se demande si CES 20000 vont résoudre la maladie de sa mère. C'est à quoi la jeune fille commence à secouer la tête négativement. North veut savoir si Tina va se vendre davantage. Elle répond qu'elle est prête à tout si seulement sa mère survit. Sheps fait une contre-offre. Il lui donne $200,000 d'avance pour 2 ans. En échange, elle cuisinera pour lui et fera le ménage à tout moment. Tina ne comprend pas pourquoi il a besoin d'elle, car il peut embaucher un professionnel du ménage et de la cuisine. Ce à quoi le personnage principal commence à expliquer qu'elle devra restituer cet argent et devra payer des intérêts supplémentaires. La fille commence à pleurer de bonheur, remercie son sauveur. Pour elle, il s'est vraiment avéré être une bonne personne. North est gêné car il comprend qu'il s'agit d'intérêts et de 2 ans de travail gratuit. Et après cela, elle le considère comme bon. Tina lit attentivement le contrat et Sheps la presse, car elle veut rentrer vite chez elle. La fille, à la fin, appose sa signature. Debout à la porte pour la dernière fois, le personnage principal lui dit de ne plus rien faire de stupide. Sinon sa mère sera bouleversée de l'apprendre. Heureuse, Tina s'allonge sur le lit et pleure de bonheur. Elle a enfin rencontré un homme bien. North marche dans la rue et pense à aujourd'hui. Il est devenu le parrain d'un étudiant. Si son père l'avait su, il se serait moqué de lui. Le lendemain, dans l'ascenseur,
Le nettoyeur reçoit un message sur son téléphone concernant un transfert de fonds d'un montant de 15,000,000. C'est Théodore qui lui a envoyé les dommages moraux promis, en ajoutant 500,000 dollars supplémentaires au montant. Il n'est clairement pas stupide et sera utile à l'avenir, réfléchit North. En sortant de l'ascenseur, il remarque une dame de glace qu'il connaît. Ils se sont revus et il veut savoir comment elle va. Elle se détourne, l'ignorant délibérément. Ce à quoi il commence à lui rappeler qu'il peut poster sa photo sur le forum, elle répond qu'il n'oserait pas. Le personnage principal commence à taquiner Lilith en lui montrant une photo avec des inscriptions sur son visage. Elle l'appelle vile et sans vergogne. North s'approche d'elle et lui dit qu'elle ne le connaît pas bien, mais que s'ils se connaissaient, elle saurait à quel point il est vil et sans scrupules. La chef du bureau commence à crier qu'elle a rencontré beaucoup de gens comme lui, mais maintenant elle n'a plus le temps et demande de ne pas la déranger. Kaylee regarde la confrontation entre le concierge et Lilith devant les caméras. Elle réfléchit à ce que North a fait et pourquoi sa sœur est si offensée. Au milieu de ses pensées, Miss Palmen fait irruption dans le bureau et demande comment tout se passe avec ce salaud, mais sa sœur avait trop de travail et n'avait pas le temps de se venger. Kaylee est très curieuse de savoir pourquoi sa sœur aînée ne s'est pas présentée au travail depuis plusieurs jours. Peut-être qu'elle a un petit ami. Lilith s'assoit sur le canapé et dit qu'elle n'a pas de petit ami, mais qu'elle se mariera probablement bientôt. Mademoiselle Fima ne comprend rien et demande à sa sœur de s'expliquer. Lilith dit qu'elle est inquiète et qu'elle est juste venue pour en discuter avec elle. La sœur cadette est mécontente lorsqu'elle apprend que l'élu de Lilith sera un gars désagréable nommé Suren. Kaylee ne comprend pas comment le père de Lilith ne voit pas ce bâtard au visage humain et au cœur animal comme le futur mari de sa fille. Mais ses parents l'aiment parce qu'il est le futur président d'une entreprise. Il a de bonnes manières et dit et fait les choses avec grâce. La sœur cadette ne se calme pas et déclare qu'il a l'air d'un hypocrite. Lilith comprend que c'est peut-être mal, mais son père est en train de mourir et les médecins disent que le temps presse. Ayant appris l'état de santé de son oncle, Kaylee comprend ses motivations pour marier rapidement sa fille. Mais alors une idée lui vient à l'esprit, et si sa sœur aînée prenait l'initiative et ramenait un garçon à la maison? Mademoiselle Palmen ne pense pas que les idées de sa petite sœur soient de bon augure. Mais Kaylee était ravie de son idée. 2 oiseaux avec une pierre, papa serait heureux, et Suren abandonnerait et se retirerait. La seule question est de savoir où ils vont lui trouver un petit ami, mais la sœur cadette décide de tout prendre en main et de trouver une personne en qui on peut avoir confiance dans une telle affaire. Lilith accepte et dit qu'elle doit s'occuper des affaires qui se sont accumulées pendant son absence. Kaylee est laissée seule et commence à réfléchir à un candidat approprié. Pour une raison quelconque, dès qu'elle pense à une personne appropriée, North Sheps lui apparaît. Sa candidature est appropriée car il est avide d'argent et acceptera de jouer le rôle d'un gars. Mais il y a un problème. Lilith le déteste. Le vice-président décide d'organiser une réunion et appelle directement North. Il n'a pas vraiment envie de décrocher le téléphone car il sait que la conversation va tourner au dîner. Il répond et elle l'appelle immédiatement pour aller au parking. De là, ils iront au restaurant. North n'est pas content de cette série de circonstances. Hier encore, il a donné une grosse somme d'argent et aujourd'hui, il va se faire arnaquer à nouveau. En descendant vers le parking, il remarque immédiatement une voiture rouge avec ses phares allumés et monte dedans. Dès que Sheps apprend qu'ils vont aux Champs-Élysées, il exprime son mécontentement et qualifie cela de gaspillage. En regardant Kaylee, il lui demande ce qui lui est arrivé et ce qu'elle pense. Elle dit qu'elle veut demander à North de lui rendre un petit service. Elle ne décide pas de lui parler maintenant de son idée. Le personnage principal ne comprend pas ce qui s'est passé et entre-temps, ils sont déjà arrivés au restaurant. Son compagnon, sortant de la voiture, reste là à regarder la grande connaissance du restaurant et Kaylee l'exhorte à entrer. Dès qu'ils entrent tous les deux dans la salle, les serveurs prêtent immédiatement attention, remarquant à quel point la fille est belle et le gars disgracieux à côté d'elle. La vice-présidente veut savoir si son compagnon aime ce genre d'endroit. North répond que cela ne lui importe pas. L'essentiel est de se remplir l'estomac. Kaylee dit que c'est la première fois qu'elle dîne seule avec un homme. Alors elle a choisi un endroit décent pour cela. Mademoiselle Fima appelle le serveur et passe commande, 2 steaks, une salade de fruits et une bouteille de Lafite 92. Remarquant le mécontentement sur le visage de North, elle demande ce qui ne va pas et il commence à parler à voix haute du prix des plats, qui coûtent environ 1000, et du vin,
qui coûte plusieurs centaines. Mais il dit qu'il peut se permettre de tout payer aujourd'hui. Le serveur s'approche et lui pose un steak sur la table. North demande au serveur combien coûte le vin qu'il lui a apporté. Le serveur lui indique un prix de $21,000 la bouteille. En buvant un verre, le personnage principal dit qu'il n'a aucun doute que le vin à $50 du magasin sera meilleur que celui-ci. Le serveur est très gêné par de telles déclarations. Mais la fille le calme et dit que son compagnon plaisantait simplement. Lorsque l'employé est parti, elle lui a demandé pourquoi il avait dit cela du célèbre Lafite. Ce à quoi elle a reçu une contre-question, lui demandant si elle connaissait quelque chose au vin. Elle répond par la négative, mais se demande si la femme de ménage s'y connaît en vin rouge. North se dit que pas vraiment, mais il a en quelque sorte vidé toute la collection du vieux Rothschild. Kaylee lui rappelle qu'elle lui a posé une question, à laquelle il répond qu'il ne s'y connaît qu'en balayage des sols et pas en vin, mais sur Internet ils écrivent que Lafite 92 est composé d'un mélange de pommes de pin et de violettes. La fille prétend qu'en le mangeant, on peut également sentir le goût du jasmin et elle doute qu'il soit capable de ressentir ce goût. North dit qu'il peut utiliser son odorat. Même dans une foule, il peut trouver une personne dans la foule grâce à l'odeur corporelle. Son compagnon est surpris par cette capacité et lui propose de voir s'il peut se souvenir de l'odeur de sa sœur et si elle l'a sur elle. À quoi il reçoit une réponse. Le concierge sent une odeur familière et il demande si cette femme grossière dans l'ascenseur est sa sœur. Kaylee confirme cette information et veut savoir pourquoi sa sœur est si en colère contre lui. Ayant appris toute l'histoire, elle s'assoit et ne comprend pas comment il a pu faire ça à sa sœur. North, décidant qu'ils ont déjà terminé, dit au vice-président d'aller à la voiture et de l'attendre quelques minutes. Elle est contre et ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas partir ensemble. Ce à quoi le personnage principal répond qu'elle ne sera qu'un fardeau, car elle ne pourra pas courir vite. Finalement, Kaylee se rend compte qu'il ne veut pas payer le dîner, et elle lui demande où est l'argent qu'elle lui a donné. North insiste sur le fait que le Lafite était faux, mais la fille ne pense pas que le faux vin soit une raison pour partir sans payer. Mais une sorte d'excitation monte en elle, et elle décide qu'elle attendra son compagnon dans la voiture, pendant que Sheps commande 2 autres steaks. Après avoir servi quelques steaks supplémentaires, le serveur s'approche de lui et lui propose de payer l'addition, à laquelle le personnage principal demande d'attendre 1 minute. Avant que le serveur ne reprenne ses esprits, North passe devant lui et le serveur crie à la sécurité que l'intrus doit être appréhendé. En courant dans la rue, il saute immédiatement dans la voiture, donnant l'ordre de démarrer la voiture et d'accélérer. Afin de ne pas ternir sa réputation, la jeune fille fonce sur l'autoroute à vitesse maximale, mais à un moment donné, elle ralentit et dit que son compagnon peut descendre ici. North lui demande si elle peut le déposer en ville ou si elle veut qu'il dépense de l'argent pour un taxi. CE, à quoi Kaylee répond qu'il a déjà économisé $20,000 pour le dîner d'aujourd'hui. La voiture s'éloigne en laissant derrière elle de la poussière, et en partant, la jeune fille dit de ne pas être en retard au travail demain. North décide de ne pas dépenser d'argent pour un taxi, mais simplement de marcher jusqu'à la ville. Mais notre héros n'a pas réussi à aller bien loin, car il a été heurté par une voiture bleue roulant à toute vitesse dans le noir. La voiture ralentit et s'arrête, tandis que Sheps est allongé sur l'asphalte. Une fille qui nous est déjà douloureusement familière sort de la voiture bleue. Lilith court paniquée, demandant comment il se sent et s'il peut se lever. Elle est paniquée et ne comprend pas quoi faire. Et comme par hasard, son téléphone est mort. Nor, allongée, la regarde et pense « Elle vient de frapper un homme, mais pour une raison quelconque, elle-même fait tout comme une tortue. » Même dans de tels moments, l'esprit d'entreprise ne quitte pas le personnage principal. La fille est la directrice générale et vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec cela. Sheps lève une main pour attirer l'attention de Lilith distraite, qui, voyant cela, est heureuse qu'il soit encore en vie. Elle s'assoit à côté de lui et s'excuse, demande où est son téléphone. Elle va appeler une ambulance. Mais North suppose que son téléphone est cassé. North commence à se lamenter et à se demander pourquoi elle lui fait ça, alors qu'il a fait une telle erreur dans la vie. Il ne veut pas mourir maintenant. Lilith jure qu'elle ne l'a pas fait exprès et demande à nouveau où est son téléphone. La fille se blâme. Il n'y avait aucune raison de se laisser distraire par des pensées sur Suren, bien que North soit détesté par elle. C'est une personne vivante. Le personnage principal dit qu'il ne lui en veut pas pour cela. Ainsi va la vie, et avant de mourir, Sheps veut qu'elle accomplisse l'une de ses demandes. La fille lui prend la main et dit que si elle peut l'aider en quoi que ce soit, alors elle fera tout.
North lui demande de transférer de l'argent sur son compte bancaire. Lilith est stupéfaite. La victime explique qu'elle a vécu dans la pauvreté pendant plus de 20 ans et qu'elle souhaite partir riche pour un autre monde, afin que lorsqu'elle y retrouvera ses parents, elle n'ait pas honte. La fille accepte. North lui tend son téléphone avec son numéro de compte déjà indiqué. Pendant que les transferts étaient effectués, une bande criminelle s'est approchée des gars le long de l'autoroute. Le chef de gang salue les gens sur son chemin et se présente comme Sermon, et présente également ses amis motards. Lilith demande quel genre de personnes ils sont, car lorsqu'ils voient quelqu'un dans un accident, ils ne veulent pas l'aider et leur demandent d'arrêter de dire des bêtises. Allongé sur l'asphalte, le personnage principal réfléchit à ce qui se passe ici. Il voulait en quelque sorte sortir de sa situation délicate, mais à la fin, ces gens lui ont créé des problèmes. Sermon dit qu'il ne sert à rien de parler de conscience. Il voit que la victime n'est plus locataire. Alors il propose un marché. Si la fille le sert bien, lui et ses amis, ils porteront un faux témoignage en sa faveur. Mademoiselle Palmen se lève du sol et menace de regretter ce qu'il a dit aujourd'hui. Le chef de gang accourt et attrape le visage de la fille en disant qu'elle a de la chance qu'il ait un bon caractère. S'il y avait quelqu'un d'autre, il ne serait pas aussi poli. Lilith ne va pas tolérer une telle attitude envers elle-même et gifle le bandit arrogant au visage. Elle crie qu'elle a honte de l'appeler homme. Et, d'un bond, elle frappe Sermon avec la pointe de son talon, en plein dans l'aine. Le patron, humilié par une femme forte, ordonne à ses amis motards de lui amener cette petite garce. Lilith considère cet acte comme arrogant, car il s'avère qu'il y a encore des gens qui osent toucher la famille Palmen. Le gang s'est arrêté. Il se demandait si cette fille pouvait vraiment être de la famille Palmen. Mais quand Sermon entendit cela, il n'en fut que plus amusé, car il a une famille politique. Et les Palmen sont des hommes d'affaires. Et les hommes d'affaires ont peur des fonctionnaires. Et il dit au gars de ne pas avoir peur, il réglera tous les problèmes. La jeune fille ne croit pas qu'un tel bâtard soit né dans une famille de politiciens, qui a toujours été réputée pour sa prudence. Lilith voit des voyous courir vers elle et elle pense qu'elle n'est pas capable de se défendre. Il n'y a rien à dire sur North. Le bandit s'approche déjà d'elle et Miss Palmen décide de simplement fermer les yeux par peur. Mais alors un homme vole devant elle à la vitesse de l'éclair et donne un coup de pied au visage du motard. Cet homme s'avère être North. Elle lui demande s'il va bien. Car il y a quelques minutes à peine, il était en train de mourir sur l'asphalte. Ce à quoi elle reçoit une contre-question lui demandant si elle va bien. Sheps fait la promesse que tant qu'il sera là, personne n'osera poser la main sur la fille. North se retourne et, légèrement perplexe, demande quel est cet endroit et pourquoi il est ici. Lilith ne comprend pas. La victime a apparemment perdu la mémoire. Le personnage principal commence à dire qu'il a vécu toute sa vie dans les montagnes, et soudain tout est devenu sombre, et maintenant il s'est retrouvé ici. Il commence à crier au bandit « Comment ose-t-il voler une femme ?» Et soudain North se déclare prêtre qui agira au nom du ciel. La fille reste là, et ne comprend pas si son cerveau a été endommagé par le coup ou s'il fait semblant. Sheps décide de rassurer Lilith en lui disant que dans leur dynastie, de telles personnes malfaisantes ne seront pas autorisées à faire le mal. En serrant les poings, North lui dit d'attendre qu'il ait vaincu tous les méchants et qu'il soit en sécurité. Sermon ordonne de tuer le bâtard qui l'énerve, et il est lui-même le premier à se lancer dans la bataille contre lui. Sheps bloque le coup et frappe l'ennemi si fort qu'il se retrouve allongé aux pieds de ses camarades. À la vitesse de la lumière, le personnage principal vole vers un autre groupe de bandits et les disperse dans différentes directions. Les motards encore intacts tombent sur leur visage, disant qu'ils ont fait une grosse erreur et que le prêtre devrait les épargner. North veut qu'ils fassent un serment sacré s'ils se repentent, ce que jurent les criminels, et s'ils changent d'avis, ils frapperont les cieux. Le personnage principal décide de libérer les coupables, mais pas les mains vides. Il envoie le virus de la gonorrhée à leur trousse. En s'enfuyant, les hooligans pensent « Quel prêtre stupide !» Ils vont maintenant revenir et amener encore plus de monde avec eux. Sheps pense que les talents d'acteur de C.S. Person sont extrêmement médiocres, même s'il devrait l'oublier, car les malfaiteurs eux-mêmes mourront bientôt de diarrhée. Lilith propose toujours d'appeler la police, mais North lui dit de ne pas se souvenir des griefs passés. Ce à quoi la jeune fille accepte et veut connaître le nom de l'aîné afin de le remercier. Le personnage principal comprend qu'elle vient de lui transférer 1 million et maintenant, très probablement, elle cherche à savoir comment il va.
Il se présente comme Kane Penkey. Miss Palman le traite d'éhonté et elle pense qu'il ment, ce à quoi North rétorque et dit qu'il est sorti et l'a protégé. Alors comment peut-il être éhonté? Après une pause, le jeune homme se met à rire. Il a ressenti l'atmosphère tendue et a donc joué un drame avec le voyageur dans le temps. Il demande à Lilith de se détendre. La jeune fille n'est pas contente de cette proposition, car elle était très inquiète, et mentionne que lorsqu'il lui a demandé de l'argent, c'était apparemment aussi pour la détendre. North commence à reculer et, en décollant, s'enfuit en disant qu'ils se verront au travail demain. Lilith devient furieuse et l'appelle un bâtard. En chemin, Sheps pense qu'elle n'est pas si mauvaise. Si seulement elle arrêtait de faire la grimace comme si tout le monde dans ce monde lui devait de l'argent. En arrivant à la maison, il décide de s'entraîner, car il n'a pas eu le temps de le faire pendant 2 jours. Mais il n'y parvient pas et ses forces le quittent. Il pense que si son vieux père découvrait que son fils se permet d'être paresseux, il sortirait de sa tombe et commencerait à jurer. Dans le bureau de Kaylee, voyant l'étrangeté de sa sœur, elle demande qui lui a fait du mal. Lilith répond simplement qu'elle se sent juste mal. Mademoiselle Fima suggère que sa sœur souffre de cette maladie à cause de ses pensées sur le mariage et qu'elles doivent surmonter cela ensemble. Le vice-président propose plusieurs candidats parmi lesquels choisir, mais ils ne sont pas fiables et ils n'ont pas besoin de problèmes inutiles. Lilith se rend compte que trouver la bonne personne ne sera pas si facile et elle décide de demander à sa petite sœur ce qu'elle pense de North Sheps. Elle n'est pas contente du choix de sa sœur d'un tel candidat pour le rôle de petite amie. Miss Palman répond qu'il reconnaît l'argent et qu'il leur reste très peu de temps. Lilith dit que Suren a déjà terminé l'étude de marché et devrait bientôt revenir de l'étranger. À ce moment-là, sa mère l'a appelé et a entendu que Suren arrivait ce soir, donc demain soir, ils allaient dîner. La mère conseille à sa fille de ne pas être trop têtue, car elle n'est plus une enfant. La situation de son père est mauvaise et elles sont obligées de le laisser partir heureux. Après avoir raccroché, Lilith dit qu'il n'y a plus de temps à perdre. Alors Kaylee devrait se dépêcher et appeler North Sheps. Miss Palman a analysé ses capacités d'acteur et pense qu'il est mieux adapté à un tel rôle que quiconque. Avec un sourire sur son visage, North demande ce qui s'est passé d'important, puisque la dame de glace elle-même a ordonné à sa sœur de l'amener personnellement à elle. Lilith dit qu'il est ici pour qu'ils puissent régler leur compte et lui demande comment il pense qu'il devrait régler le problème d'hier pour 1 million. Sheps insiste sur le fait qu'elle l'a frappé et qu'il pensait déjà à dire adieu à sa vie. Il a reçu à juste titre une compensation pour préjudice moral. La fille dit qu'il ne lui rendra peut-être pas son argent, mais que North devra faire quelque chose pour elle. Le jeune homme devra jouer le rôle de son petit ami lors d'une fête chez elle. Elle a confiance en ses capacités d'acteur, car hier, il a réussi à jouer parfaitement un voyageur dans le temps. North dit qu'avec ses antécédents et son apparence, personne ne croira qu'il est son petit ami, mais Lilith s'en fiche. L'essentiel est qu'il soit présent là. Le chef du bureau lui donne une carte bancaire et lui dit de lui acheter des vêtements décents. North était ravi. Il devait commencer par le fait qu'il recevrait de l'argent pour cela. Laissées seules au bureau, les sœurs se demandent si elles ont pris la bonne décision. North n'a pas perdu de temps et s'est immédiatement rendu dans les boutiques. Il s'est habillé d'un costume élégant qu'il n'avait pas porté depuis tant d'années. Alors qu'il quittait le magasin, son téléphone a sonné. C'était Tina. Sheps s'est immédiatement inquiété. La fille a dit qu'elle était maintenant à l'hôpital et que c'était urgent. Il devait venir. Elle l'attendrait à la porte. North est arrivé aussi vite qu'il a pu. À son arrivée, Tina dit que l'opération de sa mère ne s'est pas bien passée et qu'elle doit lui emprunter de l'argent. Pendant que le transfert de fonds a lieu, Sheps demande à être escorté jusqu'à la chambre de sa mère. Tina le remercie et dit qu'elle l'accompagnera. Mais sa mère est dans le coma. Il ne pourra donc pas lui parler. En marchant dans le couloir, North dit que c'est un CA rare où il est un bon gars et ici, il veut être bon jusqu'au bout. Devant la porte de la salle, il demande à la jeune fille à quel stade de cancer se trouve la maladie de sa mère et découvre que la femme est au dernier stade. Il essaie d'avertir la jeune fille qu'au stade terminal, même $1 million ne pourrait peut-être pas sauver sa mère. Tina raconte comment seule sa mère s'est occupée de son éducation, à quel point cela a été difficile pour elle. Et si sa mère peut vivre au moins un jour de plus, sa fille sera heureuse. Voyant à quel point c'est dur pour la fille, des larmes brûlantes coulant sur son visage, et elle ne veut pas accepter la réalité, North s'approche et lui caresse la tête. En entrant dans la pièce, il voit une femme âgée portant un masque à oxygène. À cet instant,
Sheps ne pense qu'à la façon dont cette femme a élevé sa fille. Il voit un mince sac de couchage posé à côté du lit d'hôpital et demande pourquoi Tina dort par terre. À laquelle elle reçoit la réponse qu'elle ne peut pas se permettre un lit d'hôpital. North se retourne et dit qu'elle va maintenant aller chez le médecin-chef et que sa mère aura une chambre séparée pour que Tina puisse également y dormir. Au bureau, le médecin commence à gronder le personnage principal. Car s'il est un parent du patient, pourquoi force-t-il la jeune fille à s'occuper du patient jour et nuit? North se justifie en disant qu'il était en voyage d'affaires depuis longtemps et que Tina ne lui avait rien dit car elle avait peur que dès qu'il le découvrirait, il se déchaînerait immédiatement et viendrait. Le personnage principal dit qu'il va désormais s'occuper de la mère de Tina, à laquelle le médecin veut lui parler seul à seul. En quittant le cabinet, le médecin dit que les résultats des tests n'étaient pas très bons, que la maladie avait été découverte très tard et que, selon les prévisions du patient, il ne vivrait pas plus d'1 an. À haute voix, North dit que la médecine occidentale peut probablement faire des miracles, mais en privé, il pense que même avec la connaissance des compétences et des techniques médicales, son vieil homme ne pourrait pas être guéri. Le médecin répète que le dernier stade du cancer est une barrière que la médecine n'est pas encore capable de surmonter, et il ne devrait pas le dire. Mais il se sent très désolé pour la fille du patient. North promet au docteur de parler de l'avenir avec Tina. Ce sera mieux pour elle d'accepter la réalité. Tina suit Sheps et essaie de découvrir de quoi ils ont parlé avec le médecin. North répond qu'il devrait aller dans la salle et jusqu'à ce qu'ils le disent, elle ne devrait laisser personne y entrer. La fille ne comprend rien et veut connaître son plan. Mais North dit seulement qu'elle devrait lui faire confiance.